Le sujet de ce soir, les structures de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme européen. C'est un sujet qui en fait aurait pu faire l'objet de tout un séminaire annuel. Parce que quand on commence, si vous voulez, on partage tous, au niveau du chat, au niveau de l'énoncé simple des choses, on sait très bien que l'Europe est l'ennemi, pas seulement géopolitique ou, j'allais dire, socio-économique d'Israël, bien qu'elle commerce avec l'État hébreu, mais on le sait bien, on sait on a des intuitions sur l'antisémitisme et l'antijudaïsme viscéral du vieux continent et de sa classe politique en tout cas, mais au jour d'aujourd'hui, vu la virulence que prennent les choses, je crois qu'il faut dépasser le stade de la réaction, je dirais, journalistique, viscérale ou énervée, et rentrer dans le fond des choses. Et c'est ce que je vais essayer de faire en 1h30 avec vous, puisque tout le monde est d'accord en reprenant une expression d'un chercheur que j'ai cité longuement la fois dernière, dans l'étude qu'on a faite de la délégitimation, les structures de la délégitimation d'Israël. Là on va plus loin, on rapproche, si vous voulez, le focus sur l'Europe. J'avais cité longuement Manfred Gestenfeld qui a dit une phrase qui finalement quand on l'énonce semble évidente, mais on va essayer de démontrer pourquoi c'est comme ça. L'antisémitisme ne fait pas seulement partie de l'histoire de l'Europe, a-t-il dit, mais il est aussi au fondement de sa culture. Et je voudrais citer, pour atterrir dans le sujet de l'introduction, après je vous dirai les 4 ou 5 points que je vais essayer de faire succinctement. Eh bien, je voudrais vous rappeler ce que je vous avais dit dans l'introduction de la dernière séance sur la délégitimation, c'est que l'Israël bashing est finalement le rôle des médias qui ne disent que ce que les gens veulent entendre, parce qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, en ce qui concerne en tout cas les dénégations ou les efforts que pourrait faire Israël pour contrer cette délégitimation. Eh bien, c'est tellement ancré, c'est tellement systématique, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, que d'après un sondage assez récent qui a été fait dans 8 pays européens, 40% des adultes interrogés, enfin des gens au-dessus de 16 ans, c'est pas exactement des adultes, mais considèrent que 40% considèrent que Israël mène une guerre d'extermination contre les Palestiniens. Vous vous souvenez, je vous l'avais cité, mais c'est une chose qu'il faut savoir. Voilà l'état de la question, voilà le dernier maillon de tout ce processus qu'on va analyser ce soir. Et ce que dit... donc en fait, on touche là, si vous voulez, quelque chose de délicat, parce que ça... Les mensonges, la délégitimation systématique, les fausses équivalences morales dont on a parlé l'autre fois, ont comme conséquence des résultats dans l'opinion. Et voici ce que dit à ce propos un autre chercheur qu'on connaît moins, qui est un chercheur américain en sciences politiques, qui s'appelle Andrei Mikovits, et qui a résumé, lui aussi dans une formule assez intéressante, un aspect déterminant, un facteur déterminant des réalités actuelles de l'Europe. Il a dit ceci: l'Europe vit une relation non résolue avec son passé qui prend une place considérable. Cette façon constante de faire une analogie entre les Israéliens et les nazis vient vraiment des tripes européennes. C'est évidemment une double effronterie. En procédant de la sorte, les Européens s'absolvent eux-mêmes de leur propre histoire. En même temps, ils réussissent à accuser leurs anciennes victimes de se comporter comme de pires criminels. Leurs pires criminels. C'est-à-dire les criminels de l'Europe. Et donc, ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une inversion, on en a déjà parlé, une inversion qui joue, qui est très 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 forte par rapport à la Shoah. Et je voulais aussi, pour nous mettre dans le bain... Dans tous les pays? Pardon? Tous les pays européens? Oh, ça vaut... les pays du Nord ont leur propre histoire, ils sont déjà hors de l'histoire, si j'ose dire, ils sont très... C'est d'ailleurs pour ça que Milner dit, je citais longuement Jean-Claude Milner ce soir, que c'est pas un hasard si la paix le pacte de la mort d'Oslo a été initié, même sous couverture américaine, par un pays du Nord. Parce qu'eux, ils sont déjà dans le postmodernisme depuis longtemps. Enfin, on va en reparler. En tout cas, en Europe, quand je dis l'Europe, c'est vrai que c'est important de votre remarque, parce que c'est surtout l'Europe occidentale, ça ne comprendrait pas forcément les pays de l'ancienne Europe de l'Est qui ont une position assez mitigée, qui n'a pas la même histoire forcément, même si certains sont déjà assez pro-israéliens comme la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne actuellement, enfin en tout cas au niveau des
des élites politiques, et d'autres restent profondément antisémites. Bon, il y a le cas de la Hongrie, etc. La situation dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, c'est pas exactement la même. Ce que je fais ce soir, c'est surtout parler de l'Europe occidentale classique. Mais en fait, comme ils siègent tous au sein de l'Union européenne aujourd'hui, c'est quand même cette voie-là qui l'emporte. Alors, si vous permettez, lors de la première guerre du Liban en 82, j'étais à la tête du Mnebrit à Bruxelles, on a fait une étude sur les médias belges à l'époque, pendant cette guerre. Et c'est une étude qui a duré 9 mois, une analyse qui a été publiée, et on a découvert que la première comparaison qui ait jamais été faite après la guerre entre le nazisme et Israël vient de l'agence TASS. Non mais c'est intéressant parce que nous savons que... Oui, mais nous savons ça obéit à d'autres objectifs, parce que nous savons que c'est l'URSS qui a monté de toutes pièces la cause palestinienne, qui a lancé l'OLP, et ça part d'un autre lieu, si vous voulez. Donc votre remarque a sa place, mais si vous voulez, ça supposerait une étude parallèle à laquelle j'aurais pas le temps de me livrer ce soir, mais en tout cas ça valait la peine de l'entendre. Mais c'est parce que pour des raisons stratégiques et géopolitiques, l'URSS avait toutes sortes de raisons de s'opposer à Israël, à ce qu'ils appelaient l'impérialisme américain. Donc ils ont monté toute une idéologie, ne serait-ce que le dossier en propre de ce qu'on a appelé la cause palestinienne. Donc effectivement... dire de l'Église orthodoxe non, pas forcément. Ça vient du cœur du bolchevisme et du communisme, si vous voulez, la stratégie de la guerre froide, etc. Alors, voilà ce que dit une autre citation de l'introduction. Cet auteur, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que plutôt que de venir m'écouter, il aurait fallu, avant, après et surtout après, vous procurer ce livre que vous pourrez photographier tout à l'heure de Jean-Claude Milner, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, qui est en fait l'anthologie, l'ouvrage, je dirais, incontournable qui traite de ce sujet. Parce qu'il examine les causes socio-psychologiques et historiques et culturelles, si vous voulez, de l'antisémitisme européen, l'antijudaïsme plutôt européen, qui sont bien plus vastes et qui pourraient englober aussi certaines causes économiques. Parce qu'une fois, dans un de ces ateliers ici, quelqu'un m'a fait remarquer, ah non, c'était en France, c'est une fois que j'avais abordé ce problème, quelqu'un est intervenu en me disant, mais il y a aussi les causes économiques, et puis que finalement, c'est quand même l'existence qui se précède de la conscience, c'est une phrase de Marx qui a été reprise par ça, et donc en fait, il y a aussi les intérêts économiques de l'Europe. Bien sûr que ça compte, et qu'il y a des flux de dialectique entre eux, mais c'est pas premier, je dirais. C'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que la politique du Quai d'Orsay, qui s'intéresse au pétrole et je dirais, à aménager la position de la France au niveau de certains marchés, pas seulement le pétrole, c'est presque dépassé, mais à écouler des produits français, etc., dans les monarchies du Golfe, c'est pas ça le moteur. Ça c'est une mesure d'accompagnement qui vient en route. Le moteur est beaucoup plus profond. Et je vais, pour nous faire entrer dans le bain, je vais vous relire, peut-être que certains ont entendu ceci, certains extraits de la page de garde de ce bouquin qui est pour moi vraiment... je peux dire dans les 10 dernières années, le livre de Jean-Claude Milner est le meilleur livre que j'ai jamais lu sur l'analyse de l'antijudaïsme européen. Et il dit ceci, bon c'est un résumé, mais après on va un peu détailler les choses. Dans l'espace que dominait Hitler, parce que ce qu'on va faire dans les 5 points que je vais aborder, on est obligé de passer par je dirais un aperçu méthodologique et historique sur l'Europe, parce que l'Europe, comment s'est formée l'Europe, sur quelles valeurs? Parce que tout vient de là. Sur quelles valeurs, sur quelles croyances, sur quelles illusions socio-idéologiques. Et c'est dans ce processus que se lovent les structures de l'antijudaïsme européen. Et voilà ce que dit donc d'une manière vertigineuse Milner, qui a le sens de la concision. C'est un livre qui, d'un côté, nécessite un dictionnaire à côté de soi, parce qu'il y a quelques mots savants qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais d'un autre côté, ces phrases sont très courtes et très simples. Donc c'est pas du Proust, si vous voulez, c'est abordable. Alors, voilà le résumé, si vous voulez, de son étude. Dans l'espace que dominait Hitler, c'est-à-dire sur la quasi-totalité de l'Europe continentale, l'extermination des Juifs a été accomplie. Ce que les experts politiques depuis 1815 tenaient pour un problème difficile à résoudre, à savoir la question juive, avait du même coup disparu, enfumé. Les choses sérieuses pouvaient commencer. Et il continue. Aujourd'hui, le chemin est parcouru.
L'Europe est présente au monde au point de s'y arroger des missions. L'une d'entre elles, faire régner la paix entre les hommes de bonne volonté. Or, de ces derniers, cependant, les Juifs ne font pas partie. C'est qu'ils portent en eux la marque ineffaçable de la guerre. L'Europe, héroïne de la paix en tout lieu, ne peut que se défier d'eux, où qu'ils soient. Elle ne peut qu'être profondément anti-juive. Et il poursuit, les porteurs du nom juif, c'est-à-dire Israël, nous, à la fois en tant que juifs individuels, évidemment, Israël en tant qu'entité collective du peuple juif, les porteurs du nom juif devraient s'interroger. Depuis l'ère des Lumières, il s'était pensé en fonction de l'Europe. La persistance du nom juif au travers de l'histoire, la continuité des haines qu'il soulevait, tout cela devait trouver une explication dont les termes sont acceptables par l'Europe. Or, si celle-ci a basculé dans un anti-judaïsme de structure, ce dont on va parler ce soir, alors tout doit être repris depuis le début. Comment le nom juif a-t-il persisté? Bon, je passe. Alors bon, lui il dit, il répond à la question, mais ça c'est pas notre étude de ce soir, eh bien c'est par un support à la fois matériel et littéral dont l'Europe ne veut rien savoir, la continuité de l'étude juive. Comment l'étude a-t-elle continué? Bon, après il revient à son sujet, il dit comme ça, par une voie dont l'Europe moderne ne veut rien savoir, la décision de parents que leur enfant aille vers l'étude. Pourquoi cette haine? Parce qu'en dernière instance, le non-juif dans ses continuités rassemble les 4 termes que l'humanité de l'avenir souhaite vider de tout sens, homme, femme, parents, enfants. C'est-à-dire ce que les kabbalistes, à leur manière, appellent, c'est l'une des interprétations du tétragramme, Yud Ke Vav Ke, qui n'est pas ici, c'est Yud pour les kabbalistes. Évidemment, ce n'est pas univoque, il y a 1000 autres explications. Symboliserait le père, le premier He, la mère, le Vav, puisqu'on parle du tétragramme, représenterait le fils, et le dernier He, la fille. Père, mère, fils, fille, transmission de la continuité des générations par le couple donc monogame et qui donc se reproduit. Or c'est ça que l'Europe dénie. Et donc si vous voulez, par le mariage pour tous, par les valeurs de l'illimité au niveau des frontières, etc. Et donc si vous voulez, il y a donc une structure, les valeurs profondes qui animent l'Europe aujourd'hui sont antinomiques, pas seulement avec les valeurs d'Israël, avec les valeurs qui étaient celles de l'humanité pendant de longues années, même de l'humanité catholique, dérivée d'un certain monothéisme chrétien. Et donc voilà dans quel climat nous nous trouvons. Alors ce que je vais essayer de faire, d'ailleurs, Guy Millière, qui a des fois aussi le sens des formules, avait résumé une partie de ce que je viens de décrire en disant ceci dans un article paru il y a quelque temps: les Européens ne pardonnent pas Auschwitz aux Juifs. Les Juifs sont victimes évidemment d'Auschwitz, mais on les accuse d'avoir été des acteurs, ou du moins même en tant que victimes d'ailleurs à tort montrées comme passives, on les accuse d'avoir ouvert cette plaie béante dans la conscience et dans l'histoire européenne. Et donc on est doublement assassinés, on a été assassinés, un tiers de notre peuple a disparu dans la Shoah, mais en plus on nous reproche cette chose-là. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que le remords. Oui, c'est le remords, c'est aussi le miroir. Non, voilà, le témoin de la culpabilité. C'est beaucoup de choses. Et en termes psychanalytiques, ça peut être plus encore. Alors, je vais essayer de faire 5 points au galop. L'Europe et l'anti-judaïsme, et je dis bien pas l'antisémitisme. On a déjà vu que l'antisionisme, dont on dit que ce sont les nouveaux habits de l'antisémitisme, en fait c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Il s'avérerait, c'est une thèse que j'ai déjà avancée, je ne vais pas la redémontrer ce soir, que non, il y a un antisionisme, un antinationalisme juif, j'allais dire, de principe, qui s'est habillé longtemps dans l'antisémitisme et qui aujourd'hui se dévoile dans l'antisionisme. Mais on va examiner ces rouages. Deuxièmement, on va faire un petit point de méthodologie sur l'histoire de l'Europe, parce que c'est impensable de faire autrement. Et d'autre part, on va faire un troisième point sur les différentes solutions qu'a essayé de proposer l'Europe aux Juifs. Et puis quatrième point, on parlera d'un moment clé qui est décrit assez longuement dans le livre de Milner. C'est ce qu'il appelle l'instant de 1945, c'est-à-dire le nouveau pacifisme européen. Puisqu'il vient nous expliquer que l'une des choses qui caractérise l'Europe d'aujourd'hui, c'est qu'elle s'est donné la mission d'être porteuse de la paix en soi, d'une valeur en soi, évidemment vis-à-vis de laquelle la dure existence israélienne et la nécessité pour préserver cette existence d'avoir une armée et de défendre ses frontières sont des valeurs, mais alors complètement antinomiques avec les valeurs européennes, pas simplement aujourd'hui, mais depuis 1945. Et puis le dernier point, on essaiera de comprendre pourquoi, après avoir été encensé
pendant les quelques premières années de son existence, de sa renaissance, l'État d'Israël est aujourd'hui cloué au pilori par l'Europe. Alors, l'Europe et l'anti-judaïsme. On peut le trouver sept aspects. Bon, j'essaie de systématiser parce que vous comprenez que ces choses-là méritent d'être approfondies. L'antisémitisme et l'antijudaïsme, je le disais, font partie de l'histoire et de la culture profonde de l'Europe. Il y a chez nous, et pas simplement depuis la Shoah, bien entendu, il y a chez nous, dans la paracha Vaïshla, quand Yaakov revient de chez son oncle Lavan et qu'il s'apprête à rencontrer Esav, et que les choses semblent ne pas se passer si mal, puisqu'il semble se réconcilier avec son frère, il y a un Rashi qui dit que, en fait, Esav avait voulu étrangler, d'une certaine manière, Yaakov au moment où il l'a embrassé, parce que les lettres qui désignent, je ne vais pas amener cette source, les lettres qui désignent un certain mot sont toutes ponctuées de points pour montrer qu'en fait il voulait en fait l'étrangler avec ses dents. Et en fait en note, Rashi amène un Rashbi, Rami Shimon ben Yochai, c'est-à-dire un passage du Zohar, qui dit une chose que tout le monde connaît, Zot halacha chez Esav sonné et Yaakov. C'est une halakha, pas en termes de Shulchan Arour, halakha en termes de marche de l'histoire, parce que la halakha c'est le temps qui passe. C'est d'ailleurs pourquoi la halakha ne peut pas être fixe, la halakha c'est ce qui permet d'aller avec. Donc c'est une loi de l'histoire que Esav, c'est-à-dire la civilisation de l'Occident, et Yaakov, donc Israël. Premier point. Deuxième point, il y a eu, au travers des siècles, j'ai pas besoin d'y revenir, c'est aussi une anthologie en tant que telle, ce qu'on a appelé l'enseignement du mépris, par la hiérarchie ecclésiastique catholique, et puis ensuite par les protestants, qui ont commencé très tôt, dès le temps des croisades, et après dans tout le Moyen-Âge. Je n'ai pas besoin de dire en quoi ça a complètement structuré l'inconscient collectif européen, à tel point que les Palestiniens, enfin en tout cas les stratèges palestiniens qui ont très bien compris que le christianisme, pendant des siècles, avait accusé les juifs du meurtre rituel, de meurtre de leur Dieu, entre guillemets, et ensuite de meurtre rituel, ont repris cette thématique dans la manière qu'ils ont eu de tourner les guerres de Gaza, en montrant que l'armée israélienne tuait des enfants pour presque le plaisir de la chose. Donc, et ça a eu un effet, parce que ça, si vous voulez, ça joue sur un terrain sensible, évidemment, en Europe. Troisièmement, il y a aussi, et ça, cette classification, je la tire à nouveau pas tant seulement de Milner et de Jens Derfeld, mais aussi du regretté Robert Wistrich, que j'avais cité aussi, qui était un historien de l'antisémitisme et l'antijudaïsme, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. C'est un francophone, entre autres. Eh bien, le troisième aspect de cet antijudaïsme, c'est l'influence profonde de cet enseignement du mépris et de cet acquis anti-judaïque chrétien sur tous les mouvements intellectuels et politiques. Même si Voltaire se dit laïque et qu'il a initié la période des Lumières, il y a dans les structures des penseurs des Lumières un anti-judaïsme de structure, chez Rousseau, chez Voltaire, ensuite Kant, Schopenhauer, Marx, et évidemment Drummond dans la frange juive, Heidegger. Tous les grands penseurs européens ont été façonnés par cet acquis de l'enseignement du mépris. Et puis, corollairement, quatrième point, il y a le fait que la plupart des grands mouvements sociopolitiques du 19 et du 20e siècle ont été créés par des intellectuels antisémites. Fourier, Marx, Fourier qui est le précurseur de l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, Marx, et même dans la gauche, je dirais, la gauche sociale, il y a aussi des antisémites, et pas seulement à droite. Cinquièmement, bon, encore une fois, là, je pars d'évidence, c'est la tête de l'iceberg, des choses qu'on connaît. Mais j'essaie de reclasser pour après voir les profondeurs de l'iceberg. Cinquième point, comme le disait Wiesel, à l'occasion, c'était déjà pour le cinquantenaire, donc on était en 95, cinquantenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il avait eu cette phrase dans l'une des conférences qu'il avait données, « Les forces d'Auschwitz ne sont pas mortes en Europe ». À savoir que le nazisme a été défait militairement, le nazisme et le fascisme ont été défaits militairement par l'action conjointe des États-Unis et de la Russie, de l'URSS, et surtout par le débarquement, la victoire de Stalingrad d'une certaine manière, le retournement de Stalingrad et le débarquement en Normandie, mais a-t-il dit, les forces d'Auschwitz qui ont amené Auschwitz ne sont pas mortes en Europe. Et on le voit aujourd'hui.
parce que cette phrase était quasiment forte. UNESCO, la belle phrase, le ventre est encore fécond. Oui, ça c'est Bertolt Brecht, dans la fameuse pièce qui s'intitule L'irrésistible ascension d'Arturo Ui, où il mime, enfin il parodie la montée du clan mafieux d'Hitler et de Göring au pouvoir. Et il y a cette phrase, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Effectivement. Sixième point, le fait que beaucoup d'Européens, je l'ai dit tout à l'heure, par l'effet de l'Israël bashing médiatique, voient Israël comme un État oppresseur, colonialiste, dominateur, exterminateur. Et si vous voulez, cela traduit la force et la virulence de l'anti-judaïsme européen. Septièmement, comme le recommandent les auteurs de cette classification, ils pourraient souhaiter que l'Europe ferait plutôt mieux de se concentrer sur l'islamo-nazisme qui défie et qui défile sur le nouveau continent plutôt que de donner des leçons de morale à Israël. Je n'ai pas besoin de vous dire. Une fois, j'ai rencontré l'ex-directeur du ministère des Affaires stratégiques qui travaille maintenant dans un think tank, le GCPA, et aujourd'hui qui s'appelle Yossi Cooper-Wasser, ancien directeur pendant très longtemps des renseignements, enfin de la branche de recherche au renseignement de Tsahal. Et quand on parlait de choses et d'autres, et que bon, lui, comme il était d'origine roumaine et un peu polonaise, il parlait un petit peu français, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de dirigeants israéliens, enfin de membres du leadership. Et il a été stupéfait d'entendre de ma part le récit, en quelques mots, et d'ailleurs tout de suite il a vérifié sur Internet, comme si Google était la Bible, n'est-ce pas? Et il a vu effectivement ce qu'était le massacre de Paris. Le massacre de Paris, c'était pas à la Saint-Barthélemy. Le massacre de Paris, c'est si je ne me trompe pas, c'est le 17 octobre 61, quand la police française et les CRS, en pleine guerre d'Algérie, sur ordre du ministre de l'Intérieur et du président de Gaulle, ont arrêté des centaines, voire des milliers d'Arabes susceptibles de faire partie du FNL, et on a retrouvé le lendemain les corps, entre 60 et 80 corps de types qui avaient été exécutés dans les commissariats sur la Seine. Et c'était à 3000 ou à 2000 km d'Alger. Et ce sont les fils ou les petits-fils de ces décisionnaires qui viennent nous donner à nous des leçons de morale pour savoir comment nous comporter face à des terroristes qui ne sont pas à 1500 km, qui sont exactement à nos portes et dans nos canyons et sur nos routes. Donc, lorsque j'ai dit ça à Cooper-Wasser, il ne savait pas ce que c'était le massacre de Paris. Il a regardé, il a le Massacre of Paris, il a tapé sur Google, et hop, les faits lui sont apparus, il était stupéfait. Je lui ai dit, bah, c'est bien, vous devriez en prendre de la graine, car quand vous accueillez un certain nombre de ministres européens qui vous font des remontrances, vous pourriez non pas leur citer les faits, mais les remettre un petit peu à leur place. Et je crois qu'on a commencé à le faire ces derniers temps, et c'est pas plus mal. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, après cette longue arrivée dans le sujet, je voudrais aussi, premièrement, si vous voulez, expliquer en quoi donc l'Europe est matrice de l'anti-judaïsme et de l'anti-israélinisme. On vient de voir maintenant les 7 aspects de cet anti-judaïsme, mais comment ça se traduit sur le terrain de la géopolitique et de la politique d'aujourd'hui? Eh bien, par une double difficulté, je dirais même une impossibilité, qui est complètement structurelle elle aussi, c'est celle de l'Europe à jouer un rôle un tant soit peu équilibré dans le conflit israélo-palestinien. Et pour le démontrer, ça va aller vite, parce que tout le monde le sait, mais je voudrais juste faire 3 incidents. D'abord, vous rappeler la position officielle de l'Europe, qui est résumée ici sous mes yeux en quelques lignes par l'ancien secrétaire britannique au Foreign Office qui s'appelait William Hague, et qui a dit il y a quelques années ceci. Il s'agit, la position officielle de l'Europe dans le conflit, il s'agit de la solution à 2 États pour 2 peuples, basée sur les frontières de 67, avec des échanges respectifs de territoires, ainsi que des arrangements de sécurité protégeant Israël et respectant la souveraineté palestinienne en mettant fin à l'occupation. Le mot est lâché, le tout avec Jérusalem comme capitale des 2 États. Fin de citation. Alors ça a eu toutes sortes d'avatars cette position, et ça a été l'un des axes d'Oslo, je ne fais pas de commentaires. Maintenant, ce qu'on constate aussi, deuxième incident par rapport à cette position, c'est qu'il y a persistance de double standard européen face à Israël.
Et voilà ce qu'en dit un autre chercheur qui est un Américain, Jeffrey Gedmin, qui travaille à l'Institut Aspen à Berlin, à propos de la deuxième guerre du Liban, on parlait de la première tout à l'heure, et aussi de l'opération Plomb durci à Gaza en 2008, il dit ceci. 2 poids, 2 mesures, à propos de l'Europe. L'approche systématique des Européens consiste toujours à attendre qu'Israël réplique à une attaque arabe ennemie pour critiquer ensuite l'État hébreu et non l'attaque arabe préalable. Mais on aurait pu s'attendre à ce que l'Union européenne énonce chaque fois de manière plus équilibrée ce qu'elle préconisait pour ramener le calme face à tel ou tel conflit, tout en assurant à Israël qu'en cas de refus de ses propositions par les parties arabes, elle protégerait l'État hébreu de telle ou telle manière. Eh bien non, les Européens ne l'ont jamais fait. Un autre stratège qui s'appelle Robert Kagan ajoute dans son analyse sur l'Europe et l'Amérique: les Européens parlent toujours au monde avec une grande déférence, c'est ça la religion de la paix dont on va parler, et un fort sentiment de supériorité concernant leurs propres analyses et la sagesse qu'ils veulent sans cesse dispenser aux autres nations afin de résoudre tous les conflits et problèmes internationaux. Fin de citation. Et alors, le plus pertinent, troisième volet de ce premier point, dans cet anti-judaïsme qui s'exprime sur la scène géopolitique, c'est que ce même Manfred Gestenfeld, qui est vraiment un stratège extrêmement fin, a expliqué en quoi cette politique européenne s'appuie sur des concepts erronés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de falsifié? Donc déjà, non pas un pshat, mais un remez, une volonté d'explication. Alors, ils ont 5 concepts erronés. Le premier, la fausse idée qui est répandue partout par la propagande arabo-musulmane auprès des Européens et des Américains, selon laquelle les problèmes de l'Occident avec le monde musulman disparaîtraient dès qu'on aurait résolu la question palestinienne. Or, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient avec l'émergence de ce qu'on a des divers islamiques, qui ont vite succédé au printemps arabe, montre bien que même si, qu'à Dieu ne plaise, Israël n'existait pas, le Proche-Orient serait dans l'état dans lequel il est, ce n'est pire d'ailleurs. Et donc ça vient bien démentir cette fausse idée. Deuxième fausse idée, la croyance non fondée dans le fait que seule la formule « les territoires en échange de la paix », qui était en fait le fondement d'Oslo, qui était promue par les Palestiniens, mais qui était reprise par la gauche européenne et même une partie de la gauche israélienne, et bien que cette formule serait à même de résoudre le conflit. Alors qu'on a bien vu que les concessions unilatérales qui ont été consenties par Israël dans tout le processus d'Oslo, le retrait aussi du Liban en mai 2000 et le retrait complet de Gaza en août 2005 n'ont fait qu'éloigner la paix au lieu de la ramener, et que donc l'échange de territoire n'est pas, parce que ce n'est pas un conflit territorial, ça c'est une chose qu'on a déjà vu ensemble. Troisième affirmation erronée, c'est l'affirmation gratuite et naïve, j'allais dire, enfin apparemment naïve, d'un certain narratif européen qui soutient que la rhétorique, qui est souvent très violente des porte-paroles arabes et des Palestiniens, n'est que verbale, et qu'elle n'exprime pas vraiment leurs objectifs réels. Malheureusement, le temps a coulé, beaucoup d'eau a passé depuis, et cette affirmation a été cruellement démentie par les méga attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et tout ce qui s'est passé depuis, et ceux qui ont été commis à Madrid, et ce qui se passe aujourd'hui avec l'État islamique, etc., à Paris et partout. Quatrièmement, quatrième concept erroné, l'illusion, alors qui est partagée alors là par de nombreux leaders européens, pas seulement des chercheurs, qu'Israël doit être sauvé de ses propres démons militaristes. C'est-à-dire que c'est encore une idée de la gauche européenne, et qu'elle doit être sauvée, Israël, de ces dérives militaristes grâce à la sagesse et au Conseil de l'Europe, qui sont d'ailleurs dispensés, comme je vous le disais, par un nombre croissant de politiciens israéliens quand ils se rendent en visite ici, et qui ne cachent plus leur hargne anti-israélienne. Ils parlent sans cesse de la soldatesque israélienne, des dégâts immoraux de Tsahal, etc. Et qui rendent sans cesse l'État hébreu responsable des débordements de plus en plus fréquents et violents des minorités de musulmans qui peuplent leur propre pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont importé le conflit israélo-palestinien en Europe en ayant une attitude d'autruche, c'est-à-dire en voulant absolument ne pas lire ce conflit au niveau du réel politique, mais de prendre des précautions par rapport au risque de dérapage qu'il y a dans les banlieues. Cinquième préjugé, ce préjugé tiers-mondiste qui est très prégnant encore dans certaines élites politiques et idéologiques européennes, et qui est hérité lui-même du sentiment de culpabilité lié à l'époque coloniale, on en a parlé la semaine dernière, et au processus ultérieur de la décolonisation, qui érige en dogme quoi? Eh bien, le fait que les peuples ex-colonisés sont forcément des victimes, par définition, et tous ceux qui osent leur résister sont des coupables, oppresseurs par excellence.
Bon, on a déjà vu la fois dernière que c'était une manière pour les Européens, justement, de se décharger de leur propre culpabilité sur la Shoah, sur les Juifs devenus israéliens, parce que ça permet, en soutenant les underdogs palestiniens, les soi-disant victimes, de s'auto-pardonner leurs propres dérives pendant les guerres coloniales. Donc on a affaire à quelque chose d'extrêmement blindé. Bien. Alors maintenant, deuxième point. Quelques points de méthodologie, c'est-à-dire de l'histoire de l'Europe, parce que on ne peut comprendre cette structure anti-judaïque de l'Europe que si on a, si vous voulez, des éléments de référence. Je vais essayer d'en citer quelques-uns, et je vais m'appuyer pour cela, je vous dis, de ce livre que je vais finir par connaître plus ou moins par cœur, tellement je l'ai repris, parce que je suis à chaque fois étonné, chaque fois que je le reprends, je suis étonné de sa pertinence, y compris dans la préparation de mes interventions ici devant vous. J'ai repris peut-être pour une troisième fois en détail la lecture de ce livre, et je suis stupéfait. Je veux dire, c'est un travail qui n'a pas son pareil. Milner a fait paraître depuis 2 autres livres, 3 autres livres, mais celui-ci reste vraiment une référence absolue. Alors, il part en fait, je vais faire quelques petits points comme ça, on ne peut pas faire un cours de sociologie politique trop rapidement, mais il part en fait d'une question, il s'interroge sur le fait de qu'est-ce que c'est que la société moderne. Et vous allez voir, et voilà, il dit ceci: c'est la société née en Europe de la rupture de 1789-1815, c'est-à-dire toute l'époque révolutionnaire européenne. Bien entendu, elle ne s'est pas établie immédiatement, cette société moderne, ni partout, mais un idéal a été construit. Les observateurs les plus éclairés du Congrès de Vienne, parmi lesquels Talleyrand, ont compris plus ou moins vite qu'était proposé à l'Europe un type de société et non pas un type de gouvernement. Grande nouveauté. Qu'on songe au XVIIe siècle, l'idéal politique était alors un type de gouvernement, c'est-à-dire la monarchie absolue. Même chose au XVIIIe siècle avec le despotisme éclairé ou le gouvernement anglais. Et la Révolution française, elle aussi, s'efforce de construire le gouvernement qui, par son fonctionnement, déterminera une société plus libre, égale et fraternelle, etc., grâce aux institutions républicaines. Et il dit ceci: les formes gouvernementales peuvent garder leur autonomie, mais même quand elles la gardent, elles sont des instruments de la société telle qu'elle a été achevée en son principe. Non pas une société parfaite, mais la société telle qu'il n'en est pas d'autre de meilleure, si mauvaise soit-elle. De là vint qu'échouèrent, malgré leur génie ou leur talent, tous ceux qui continuaient de croire que les types de gouvernement comptaient plus que la société, qu'il fallait par exemple préférer la monarchie légitime à toute autre forme, ainsi Chateaubriand ou Metternich, etc. Et il dit et conclut comme ça: l'émergence de la société comme point organisateur de la vision politique du monde, et non plus le bon gouvernement. En cela consiste la grande découverte d'auteurs comme Balzac, etc., etc. Alors, on va avancer. Il parle ensuite, il explique qu'il y a un tournant pour l'Europe qui est en fait né en 1815. Et elle repose sur un paradoxe qu'il va citer, que je vais vous lire. L'Europe née de 1815 repose sur un paradoxe. Lequel? La société moderne illimitée, il va expliquer après ce que ça veut dire, y entre en collision avec la théorie politique qui est une théorie des tout limités. C'est-à-dire que la théorie politique, c'est de trouver un bon gouvernement, la meilleure formule, la meilleure société d'assurance, dirait Ralph Cook, pour gérer des intérêts contradictoires et faire régner l'ordre dans une société occidentale. Alors ici, on ne va pas rentrer dans le détail, tout ça c'est simplement pour mémoire. La théorie politique européenne a 2 sources fondamentales. L'une est Thucydide, un auteur, et l'autre est Aristote, etc., etc. Je passe, et on en arrive à la question de la démocratie, qui est tout à fait centrale, puisque sur ce plan, nous avons finalement la forme de gouvernement que l'Europe s'est donnée, l'Europe occidentale s'est donnée pour gérer la société, c'est la démocratie. Il dit ceci: depuis 1918, il est généralement admis que parmi les formes politiques héritées, une seule convient à la société moderne, la démocratie. Parler de la relation de la société à la politique, c'est donc parler de la relation de la société à la démocratie. Si l'on s'en tient à la stricte tradition logico-politique, c'est le gouvernement de tous, tout limité bien entendu. Or, il n'est même pas besoin d'évoquer l'illimité pour que les obscurités foisonnent, c'est-à-dire pour voir que derrière, disons, une organisation démocratique, il y a bien d'autres choses qui se jouent. Et ce qu'il appelle un bricolage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même dans la société démocratique, il y a une forme politique, un type d'institution politique qui repose sur la violence.
Alors il dit comme ça, la démocratie évite en principe la violence, dans la mesure exacte où elle se veut fiction. Or, le matériel de la fiction est le bricolage. La démocratie issue du logico-politique européen peut et doit s'accomplir comme bricolage. Outillage des modes de scrutin, des ordres du jour, des tours de parole, des points d'ordre, des quorums, etc. Nul ne peut se dire démocrate non violent sans recourir à ces choses, qu'il y croit sérieusement ou pas. Or, cette démocratie ne peut rejoindre le supportable que par des manipulations techniques. Le propre d'un état de droit est que ces manipulations soient légales, publiques, connues d'avance et limitées. Il n'est pas que ces manipulations soient équitables. Quiconque voudrait un peu trop sincèrement que l'équité est le dernier mot en matière de vote court toujours au risque de choisir la face obscure de la force. C'est-à-dire que derrière, je me souviens, il y avait un slogan en 68 qui était évidemment avancé par les gauchistes, qui avait dit élection piège à... Mais c'était la version bolchevique de la chose. Mais il y a quelque chose de vrai, nous dit Milner ici. Alors pour en arriver à la conséquence de tout ça, c'est que les problèmes vont se multiplier au sein de cette société moderne. Et on va voir comment ces problèmes vont englober la question de l'antijudaïsme. Il dit comme ça, il était prévisible que les problèmes se multiplient en nombre et s'accentuent en intensité au fur et à mesure que la société devenait, non par son mouvement propre, de plus en plus ouvertement illimitée. Parallèlement, la politique se découvre de plus en plus embarrassée de son héritage justement aristotélicien, précisément parce qu'elle est de plus en plus soucieuse de l'idéal démocratique. Autre exemple, il dit un exemple des problèmes qui vont se poser, c'est le problème de la guerre. Pour peu que la société soit pensée comme illimitée, la guerre commence à être pensée comme une limite à la société et donc comme intolérable. C'est-à-dire c'est là la racine du pacifisme forcené qui va naître, pas tellement après la Première Guerre mondiale, mais évidemment dans l'instant de 1945. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a une contradiction théorique entre la démocratie et le problème de la guerre, parce que la guerre se pose comme une limite et la démocratie se pose comme illimitée. Bon, c'est un peu théorique, et il dit ceci, il dit qu'il y a en quelque sorte le problème de la politique elle-même qui se pose, et puis surtout on en arrive au problème juif, avec cette phrase hallucinante, dire qu'il y a un problème juif, donc en Europe, une question juive, c'est dans une première approche dire que le non-juif est saisi au point de collision entre tout et passe-tout. Bon, c'est un jeu de mots. Selon la version européenne classique, la société est le lieu des problèmes et la politique celui des solutions. Si donc il y a un problème juif, il se pose dans la société, et s'il se pose dans la société, c'est parce que le juif y apparaît comme support d'une exception, d'une limite, d'un dire non à la fonction de société. Le juif, en tant que tel, puisqu'il y a une question juive qui limite, si vous voulez, l'expansion et la perpétuation de la notion de démocratie, le juif fait barrage, parce qu'il refuse son insertion dans cette société, il fait barrage à la définition même de la société. La solution appartient aux politiques de cette question juive. Par-delà les diversités circonstancielles, la formule en est simple. Il faut que la voix du non, donc des juifs, se taise, soit par transformation intérieure du juif, l'assimilation et la dénégation, soit par disparition matérielle du juif. Point. Donc, si vous voulez, on est là dans une logique qui précède le fascisme, et le nazisme surtout. Alors, nous dit Milner, dans un passage que je veux vous lire en tant que tel, parce qu'il est... des démonstrations, puis tout d'un coup, il fait des conclusions qui sont saisissantes. Vous allez voir, c'est un langage très simple. Là, il avance les différentes solutions qu'a proposé l'Europe depuis donc l'instant de 1815 et surtout depuis, si vous voulez, le début du XXe siècle, malgré la guerre de 14-18, une série de solutions qui se voulaient à chaque fois définitives. Et il dit ceci, le consensus s'énonce ainsi, consensus européen du non-dit, je dirais, qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire que le juif fait barrage à l'expansion de la société démocratique. Et Hitler ne l'a pas inventé. En fait, ce consensus est déjà lisible dans la question juive de Marx. Alors, qu'est-ce que c'est? Petit a, l'Europe issue de 1789 ou Europe moderne a un problème structural, c'est le problème juif. Petit b, le problème juif n'est structural qu'en Europe. Petit c, donc pas aux États-Unis, en Amérique. Petit c, il est devenu structural avec les Lumières et leurs conséquences politiques, la Révolution française, autrement dit, le problème juif est moderne. D, quatrième point, tant que ce problème n'est pas résolu, l'Europe moderne est politiquement et matériellement impossible. Et il conclut, conclusion, il appartient à la seule Europe moderne de résoudre ce problème. Il lui est nécessaire de le résoudre.
puisque par ailleurs le propre d'une société moderne ne s'y pose que des problèmes qui peuvent se résoudre, il est possible de le résoudre et de le résoudre définitivement. Aux politiques de s'y employer en prenant conscience de la condition sine qua non, à savoir, pour être définitive, la solution d'un problème moderne doit être elle-même moderne. Une fois que les termes sont admis, tout dépend de ce qu'on va être réputé moderne. Fin de citation. Et donc en fait, on voit s'acheminer à grande vitesse la solution finale, parce que avant la solution finale que nous ont proposé les Européens, alors il explique, il y a eu 2-3 voies. La première voie de solution remonte au début du XIXe siècle, au sortir de la Révolution, c'est-à-dire au moment où les Lumières passent de la critique de la société à la construction positive d'une société qui leur soit conforme. La solution repose sur une conviction réputée incontestable. Il y a une modernité politico-juridique. Cette modernité a des moyens qui sont aussi des signes de reconnaissance. L'État-nation, les droits de l'homme, le suffrage élargi ou même universel, l'État de droit, la séparation des pouvoirs. Elle est avalisée par une sagesse, instituée par un geste, substituée partiellement ou complètement en position de sagesse européenne, la culture à toute forme religieuse différenciée. La culture à la place de la religion. À ce prix, explique-t-il, l'Europe peut surmonter la fracture qui, depuis la Réforme, donc protestante, la divise et rend difficile qu'elle devienne le lieu adéquat de la société moderne à quoi elle a pourtant donné naissance. Alors il dit qu'il y a deux voies opposées dans ce domaine culturel. Il y a ce qu'on appelle les Lumières, et en allemand, je ne prononce pas l'allemand, mais c'est Aufklärung, c'est-à-dire, si vous voulez, la réforme religieuse. Alors, selon les Lumières, la culture exclut toute référence religieuse. Réciproquement, la référence religieuse est hors culture. Et, mis à part les obscurantistes, elle n'est admise, la religion, que pour les êtres que le malheur de leur condition tient à l'écart de la culture, femmes, paysans, colonisés, immigrés, c'est la vallée des larmes dont parle Marx, l'opium du peuple. Par contre, dans la version allemande, la référence aux formes religieuses demeure, mais à une condition que celle-ci s'intègre à la culture, etc., etc. Alors, conclusion, comme la classe porteuse de la modernité politique et de la culture est la bourgeoisie, dans tous les pays, la solution définitive du problème juif est le devenir bourgeois cultivé des Juifs, dans le cadre d'un État-nation réglé par les droits de l'homme, ceux de 89, et détenteurs d'une culture reconnue. En retour, les Juifs, en tant qu'ils constituent le problème à résoudre, devront intérioriser la solution. Les meilleurs d'entre eux deviendront les vases d'élection de la modernité qui résoudra le problème qu'ils auraient constitué si justement ils n'avaient pas été les meilleurs. Non seulement ils auront à devenir des bourgeois cultivés, mais ils devront proposer le modèle le plus parfait du bourgeois cultivé. Fin de citation. Et c'est bien ce qu'on voit, on a vu depuis, et qu'on voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les seuls juifs qu'on accepte d'entendre, et plus sur tous les plateaux aujourd'hui, eh bien, non, ce sont les juifs qui portent la culture européenne, qui se deviennent académiciens, par exemple. Voilà. J'aime beaucoup Alain Finkielkraut. Et j'aime beaucoup lire ses livres, mais au-delà de lui, c'est un processus qui dépasse le personnel. Bien, alors, maintenant, troisième point de mon... alors oui, alors c'est peut-être que je vais conclure en disant ceci. Certains juifs cultivés jugeront qu'ils y parviendront, d'autant mieux qu'ils auront substitué objet pour objet l'étude européenne à l'étude juive. Bien entendu. C'est-à-dire le savoir européen au savoir juif. Au sens strict, l'entrée dans la culture par la voie royale de l'érudition, c'est quoi? C'est la Renaissance italienne. Bon, enfin, il cite des auteurs, peu importe. D'où suit que le non-juif est un fossile, ou ce qui revient au même, un objet philologique. C'est-à-dire le non-juif, le non-NOM, et aussi le non, puisqu'il se refuse d'entrer dans cette société, c'est, si vous voulez, en soi antinomique de toute cette culture. Bien, alors il cite un exemple très intéressant, c'est que en raison de cela, quand dans certains pays, il y avait une assimilation galopante qui marquait des points, eh bien, lorsqu'arrivaient des juifs déclassés qui venaient d'autres pays, comme par exemple certains juifs russes arrivés en Pologne ou en Hongrie, qui étaient vraiment méprisés, la même chose on a connu en France au moment avant la guerre et après la guerre, avec l'arrivée des juifs qui étaient mal vus par les juifs français parce qu'ils déclassaient les acquis de l'intégration cultivée des juifs locaux. Et c'est un phénomène qui se répercute sans cesse. Alors, troisième point, donc, que j'ai traité, c'était les différents types de solutions que propose l'Europe. Alors, maintenant, avant d'arriver au quatrième point, c'est l'instant de 45, qui est assez clé. Il y a deux points que je voudrais faire en citant à nouveau Milner. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, parce qu'on est allé très vite.
quelles sont les différences des catastrophes de 14-18 et de 39-45 du point de vue de notre centre d'intérêt. Voilà ce qu'ils disent, c'est assez pertinent. Bon, au passage, il parle de l'exemple de Simone Veil, non pas celle qu'on connaît nous, mais de la Simone Veil qui a analysé Lévinas dans Difficile Liberté, qui s'est convertie au christianisme, etc. Et il explique qu'elle a montré, elle a tracé une voie de ces juifs cultivés. Je vais vous lire le passage parce que ça vaut la peine, même si ça nous attarde, mais ça donne mesure. Simone Veil se découvrit israélite française en 1940 lors de la publication du statut des Juifs. Elle en vint à exprimer sans détour et sans ornement la clause réelle du contrat qu'avaient passé avec la culture les Juifs de langue française. 2 points. Pas de Dieu, au pluriel, ni de Dieu au singulier. Si des dieux, alors ceux de l'Olympe. Si un Dieu, alors Jésus-Christ. En tout cas, jamais Israël. Avec sa franchise et sa brutalité d'hystérique, elle posa les bornes à ne pas dépasser. Homère, Platon et Jésus, la géométrie grecque et la foi chrétienne. Elle isola la condition à ne pas enfreindre. Il fallait éviter qu'entre Homère, Platon et Jésus, le non-juif ne s'interpose. Il y allait du salut de la terre entière. Et elle dit ceci, Simone Veil, c'était quand même une figure intellectuelle de ces juifs cultivés du début du XXe siècle. Les juifs, cette poignée de déracinés, ont causé le déracinement de tout le globe terrestre. Les antisémites, naturellement, propagent l'influence juive. Les juifs sont le poison du déracinement. Fin de citation. C'est vrai, elle est morte aussi en camp de concentration. Ouais, bien sûr. Ah oui, parce que, Ben voilà. parce que les nazis, eux, regardaient les noms et l'ascendance. Et ils ne regardaient pas si elle s'était convertie ou non. Alors voici le moment, si vous voulez, justement, le moment de 14-18 par rapport au moment de 45. Si la solution issue des Lumières... À propos de la solution issue des Lumières, l'interrogation est permise, mais au fond elle est oiseuse au regard d'une donnée de fait. Qu'elle soit allemande, française, autrichienne, anglaise ou non, ces diverses versions donc de la solution n'ont de sens que dans le monde d'avant 14, car dès 1918 elles étaient entrées en décadence aussi bien chez les vainqueurs que les vaincus, car la cause de la décadence, d'après 18, n'avait rien à voir avec la différence entre victoire et défaite. Ce qui d'ailleurs sera à l'origine du pacifisme oiseux de l'Europe après 1945. Elle avait encore moins à voir, cette solution, avec les effets de la crise déclenchée par le conflit. Elle tenait à toute autre chose, à un déplacement de la modernité. Et il dit comme ça, « La guerre de 14 a donné à penser à bien des survivants qu'il n'y a pas de modernité définitive en matière politique, puisque dans ce domaine, l'archaïsme l'a emporté une fois de plus sous la forme de la mobilisation générale et de l'obéissance brute de part et d'autre, chez les Français et les Allemands, et que donc ce n'est que cet archaïsme qui pourra toujours que l'emporter. Telle devait être censément la fracture qui séparerait le XXe siècle du XIXe siècle. Il dit ceci, fracture profonde que la première expérience du carnage mécanisé, donc celle de 14-18. Les catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale ont fait oublier la violence, mais il convient pourtant d'en prendre l'exacte mesure pour comprendre ces catastrophes elles-mêmes. La guerre de 14 n'a pas fait disparaître la société moderne, bien loin de là, mais elle a radicalement transformé ce qu'on pourrait appeler la modernité du moderne. Le signe d'élection à quoi la société se contemplant elle-même se reconnaît très pour moderne. Alors ça c'est la thèse, il y a deux thèses là-dessus. Thèse négative, la modernité du moderne ne résidait pas dans les formes d'État, ni dans celles des nations vaincues, mais dans celles des nations victorieuses. Et thèse négative, enfin négative c'est ce que je viens de dire, thèse plus affirmative, dans la société moderne, la modernité du moderne est la technique, et dans la technique, il ne faut pas inclure seulement sa capacité de production, mais aussi et peut-être surtout sa capacité de destruction. C'est la guerre totale de Lindendorf, du chef d'état-major de l'armée allemande en 14-18, qui a inventé, accouché du concept de guerre totale. Et comment Joffre aussi. Hein. Oui, mais Joffre a répliqué, bien entendu. Et alors voici qu'on en arrive à la solution finale, et c'est assez remarquable. Il dit ceci, à propos de, finalement, que Hitler n'est venu que pour conclure des processus qui s'étaient déjà engagés. Alors évidemment avec un système politique qui sortait, enfin qui est de toute manière sorti de la démocratie, puisqu'il a été porté par les urnes au pouvoir. Mais avec un langage qui semblait évidemment prendre à revers la démocratie, mais ce n'est pas le souci de cette réflexion, parce qu'il dit ceci. Moment de conclure, ce sont les années 30. En témoignent des mouvements artistiques et littéraires en Allemagne, comme le Neue Schlagligkeit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis Baudor. Le futurisme en Italie, l'écriture de la vitesse en France.
En témoigne ce qu'on pourrait appeler la méditation conceptuelle des anciens combattants, à condition qu'on comprenne bien qu'à cette époque, les anciens combattants sont la jeunesse et que les vieillards n'ont pas fait la guerre. Ils l'ont seulement déclenchée. Les libéraux tout autant que les autoritaires. Parmi ces jeunes gens, ennemis des vieillards embusqués, il faut compter Junger et Heidegger. L'un et l'autre thématisent la toute-puissance de la technique sans jamais en séparer les deux versants, le versant de la désertification de la nature et le versant du déchaînement militaire. Tout simplement parce que cette toute-puissance est imposée à eux dans et par la guerre. En témoignent enfin des mouvements politiques. Hitler est celui qui résume cela le plus ouvertement. Il avait conclu. Bien plus, il apparut aux yeux du peuple le plus instruit du monde et de l'histoire, c'est-à-dire l'Allemagne, aux yeux de certains des plus instruits de ce peuple, comme l'incarnation, lui, Hitler, du moment de conclure. À ce titre, il bénéficia à chaque période critique de la fonction de la hâte, ressort des serviteurs volontaires. Le dessein nazi repose sur le déplacement de la modernité du moderne vers le technique. Quant au logico-politique, on sait que le nazisme en a proclamé inlassablement l'obsolescence. Bon, après, il parle de différences qu'il y a entre le nazisme et les modes modernes de l'État, etc., mais on ne va pas s'y appesantir. Et il dit ceci, à propos justement de la solution finale. Admettons qu'Hitler ait voulu construire en Europe une forme politique de type nouveau qui réponde à la modernité du moderne. Il n'en hérite pas moins d'une Europe qui lui préexiste. En particulier, il hérite du problème juif, dont tout le monde avant lui, y compris ceux qui n'étaient pas antisémites, tenaient qu'il fallait absolument le résoudre pour que l'Europe accomplisse la modernité dont elle était porteuse. Si ceux qui n'étaient pas antisémites pensaient cela, pourquoi lui, qui était antisémite, aurait-il pris des gants? Et il dit comme ça. Il n'en prit aucun. De ce fait, il projeta la lumière la plus crue sur le couple problème et solution, dont on essaye d'analyser les contenus depuis tout à l'heure. Il prétendit, se présentant en quelque sorte comme le Newton de la politique, il prétendit résoudre par des moyens nouveaux un problème aussi ancien que celui des marées. Tout comme il avait, à l'admiration de tous, résolu le problème du chômage et celui de l'inflation. Il y parvient en prenant au sérieux le déplacement que la guerre de 14 avait produit. Tout le monde convenait qu'une solution définitive du problème juif devait être moderne, mais la modernité du moderne était désormais la technique. Conclusion, la solution du problème juif devait passer par la voie de la technique. Toute autre voie, et notamment la voie du logico-politique, ne pouvait conduire qu'à des solutions provisoires. D'où ce qu'on sait qu'après l'évidence de la guerre mondiale, la technicité du technique se dit destruction, et le destructif de la destruction se dit mise à mort. Il dit comme ça, écoutez ça, s'il doit y avoir une solution définitive du problème juif, elle devra reposer sur une invention technique mortelle. Cette invention a un nom, la chambre à gaz. S'y trouve combinée de manière inédite la chimie industrielle, la taylorisation et l'architecture fonctionnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne doit rien, cette chambre à gaz, de spécifique aux techniques de la guerre. Aucune arme n'est employée, aucun gaz de combat. Tout se situe au régime de la production. Auschwitz était une usine, Treblinka était une chaîne de mort, primitive certes, mais qui fonctionnait bien. Belzec était le laboratoire, c'est ce que explique un fonctionnaire SS dans le film de Claude Lanzmann, Shaw. L'honnêteté, il explique que cet employé entend résumer à sa propre expérience du camp où il avait exercé. Et donc il utilise un vocabulaire industriel. Et il dit comme ça, Milner, mais la production c'est la paix, même si le produit est le cadavre. Que la guerre ait créé les conditions de possibilité matérielle de l'invention technique, soit, mais il s'agit de la guerre totale qui justement met en continuité le civil et le militaire. La chambre à gaz ne se comprend pas par la guerre seule, mais par la paix que la guerre prépare et qui doit être Judenrein, la résolution du problème juif. Elle est même, cette chambre à gaz, le premier monument de cette paix à venir, qu'au dire de son architecte Speer, le nazi Speer, Hitler peuplait dans ses rêves de bâtisses gigantesques. Dans l'anticipation d'une victoire tenue pour assurer le Troisième Reich, la chambre à gaz est à la fois arc de triomphe et ara passis, c'est-à-dire aura de la paix. Donc la chambre à gaz comme moyen de la paix à venir. Très important parce que... C'est pour ça que maintenant il parle même de bombe atomique, puisque ça n'a pas réussi à tuer tous les juifs. Alors allons déjà à l'arme ultime. C'est-à-dire on continue le même processus. Ce que disent les Iraniens. Ma doctrine est simple, conclut-il. Écoutez ça, je veux dire franchement... beaucoup de gens ont écrit sur la Shoah, mais de manière si claire et si incisive, incroyable. Le problème juif, il dit comme ça, ma doctrine est simple, 2 points. Le problème juif est le problème qui requérait, pour être définitivement résolu par l'Europe, une invention technique. Le juif est celui pour qui la chambre à gaz a été inventée. Il est comme moyen. Alors il dit dans un... Alors après on passe à quelque chose de déterminant, c'est le 4e point de mon parcours que j'essaye d'accélérer, c'est l'instant de 45. L'instant de 1945. Alors, on va expliquer ce que c'est.
quel est le switch, quel est le moment? Et là, je crois que c'est décisif, y compris pour comprendre la France d'aujourd'hui, pour comprendre les positions de la France, et d'ailleurs la position pas semblable de la France et de l'Allemagne par rapport à Israël. Il y a un chiasme qui se joue, une inversion. Et il commence à nous expliquer en introduction dans ce passage, parce qu'en fait ce soir, à part une analyse, je vous partager aussi de bonnes notes, c'est-à-dire que je trouve indispensable de lire de longs extraits de Milner parce qu'il pose les choses mieux que des paraphrases. Et il explique comme ça que pourquoi Hitler a presque réussi. Je cite. Le réel que les Européens du continent s'appliquent patiemment à se dissimuler depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui est celui-ci. Donc voilà une démystification. Si l'on s'en tient aux critères généralement admis pour évaluer la réussite ou l'échec d'un programme politique, l'extermination des Juifs d'Europe a été menée à son terme. Ayant totalement échoué par ailleurs, Hitler a sur ce point atteint le but qui s'était fixé sur les Juifs. L'Europe continentale d'après 1945 est telle qu'il l'a rêvée, elle est pratiquement Judenrein, spécialement à l'Est. La division du rideau de fer a masqué l'évidence, s'habituant à ne plus considérer que l'Ouest, comme on fait ce soir, parlant d'Europe, cette presqu'île bonasse, le citoyen touriste pouvait se persuader aisément que peu de choses s'étaient passées, il n'allait pas en Europe centrale et orientale. C'est d'ailleurs très loin dans le monde de la peur. C'était très loin dans le monde de la peur. Le gris sur gris des démocraties populaires recouvrait l'horreur avec du cynisme, mais les faits sont les faits. Bon, après il revient sur l'entre-deux-guerres, je passe, et il parle des conséquences pour aujourd'hui. Pour les Allemands, le nom d'Auschwitz... oui, c'est ça. Pour les Allemands, le nom d'Auschwitz fut longtemps porteur de la culpabilité. Il l'est peut-être encore. De là, dit-on, leur attachement à l'Europe. Mais les autres? Croit-on sérieusement que les pères de l'Europe pensaient autrement que Giraudoux qu'il a cité avant, et qui descend, enfin, qui a des passages antisémites hallucinants? Certains étaient ses contemporains. Beaucoup l'avaient lu ou avaient lu des textes analogues. Il y en avait pléthore dans toutes les langues. Quant à la nuée de hauts fonctionnaires qu'il est conseillé à ces décideurs européens, qu'en attendre? Quelle que soit leur vertu privée, on parlerait aussi des décideurs de l'Europe d'aujourd'hui et de l'Union européenne. Quelle que soit, écoutez ça, qu'en attendent de ces hauts fonctionnaires? Quelle que soit leur vertu privée, ces gens sont par profession fermés à tout raisonnement qui ne soit pas cynique. Partant de tels repères, les uns et les autres mesuraient la distance parcourue de 39 à 45. N'ayant plus pour la première fois de son histoire moderne de problèmes juifs à résoudre, l'Europe pouvait enfin poser en termes réalistes le problème de son unité. L'unité européenne. Non plus au nom de Rome ou de Charlemagne, mais au nom d'un enjeu venu de l'avenir, sa mise en adéquation comme espace géopolitique global à la société moderne illimitée dont elle avait été le lieu de naissance. Après Hitler, ils n'avaient plus rien à craindre, les décideurs européens, la horde laide et maladive avait été gazée, même ceux qui étaient beaux et bien portants. Fin de citation. Alors qu'est-ce que c'est que cette victoire de Hitler? L'extermination des Juifs d'Europe menait à son terme, la mort des Ashkénazes, l'émigration volontaire ou forcée des plus chanceux, cela porte un nom, la victoire de Hitler. Sur un point capital à ses yeux, il avait gagné, par-delà la rhétorique du plus jamais ça, qu'on va commencer à entendre dès 1945, par-delà l'ébranlement qu'avaient suscité les horreurs de la guerre, comprenons. Les horreurs en général, toutes morts confondues, cette victoire dit le secret réel de l'unification européenne. Un secret qu'il faut premièrement oublier et secondement dissimuler. C'est-à-dire, ce qui a permis le lancement de l'Europe de 1945, avec les 6 pays, c'était d'abord, ça s'appelait, avant, c'était l'Union Charbon-Acier, avant le marché commun des 6, l'Europe des 6, vous vous souvenez, avec Schuman, etc., du côté français. Le meilleur moyen d'oublier cette plaie, c'est de récuser l'histoire comme telle. Tel est le sens profond de la réconciliation franco-allemande. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation franco-allemande? Faire comme si l'histoire n'avait pas eu lieu. Décision de grande portée parce qu'elle était prise par deux nations porteuses d'histoire. Et il dit ceci, De Gaulle et Adenauer décidaient de fermer le livre, mais ils savaient que les pages étaient couvertes de textes. Aussi les vrais Européens les tenaient-ils en suspicion. Pour cette raison, justement. Il revint plus tard à Giscard d'Estaing de sauter le pas, effacer le texte. Il faut lire et relire les phrases finales de son discours à Giscard d'Estaing, d'investiture le 27 mai 1974, et voici ce qu'il dit. Giscard. Voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches. Ensemble, comme un grand peuple uni et fraternel, abordons l'ère nouvelle de la politique française. Alors, derrière ces mots qui ont l'air anodins, si vous voulez, c'est l'instant d'après l'instant 45. Et il va justement définir quelles sont les 3 nouvelles règles de la nouvelle Europe pacifiée d'après 45. Je cite. La métaphore de la page blanche
qu'on vient de lire, donne la clé de l'unification européenne. Plus largement, elle fonde une méthode généralisable. Giscard énonce la règle de résolution de tout conflit en cours ou à venir, en Europe et hors d'Europe, dans le monde entier. On peut, à partir de cet instant, parler d'une véritable axiomatique européenne. En quoi consiste-t-elle? 3 points. 1. Une problématique de l'histoire, parce que, écrit-il, de l'histoire ne peut venir que le pire, c'est-à-dire la guerre. Donc on veut sortir de l'histoire. 2. Qui veut la paix doit refuser l'histoire. Et donc les Juifs. Parce que nous, on continue l'histoire, notre histoire de 5-6 millénaires à perte de vue. Et 3. Rien ne compte pour l'Europe et rien ne doit compter que de ce qui précède la réconciliation. Donc depuis la réconciliation franco-allemande, c'est le vide, les pages blanches. En particulier, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir d'histoire européenne qui précède le processus d'unification. En général, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir d'histoire nulle part, hormis l'engagement dans le processus qui doit conduire à la résolution de quelques conflits. Tout titre de légitimité qui se fonderait sur une référence historique est d'avance quasi invalide. Cette axiomatique, ce triptyque d'axiomatique est dans le cerveau de tous les décideurs européens, de tous les conseillers, de tous les commentateurs autorisés. Elle explique des décisions de détail, ainsi l'élimination de l'enseignement de l'histoire dans les programmes scolaires. Elle explique surtout des décisions de vaste amplitude. Et je poursuis. À cette lumière sont abordés tous les conflits de toutes les régions du monde, y compris, on y arrive, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, où tout est histoire. Le fait est qu'en dehors de l'Europe, personne ne croit à cette axiomatique pour bébé. En particulier, le passé historique ou légendaire est partout tenu pour une des sources majeures de la légitimité. Mais le sage européen, le politique, le journaliste ou l'expert lève les yeux au ciel et n'en tient pas compte. Par-delà l'absence avérée de diplomatie européenne cohérente, par-delà l'absence de force militaire, on décerne ici la source profonde du caractère nébuleux, sinon fantasmatique, de tout propos authentiquement européen. Un exemple particulièrement révélateur fut le véritable affolement qui a saisi les meilleurs esprits européens devant le conflit des Balkans. Pourquoi? Parce que ce conflit, donc dans Yougoslavie, faisait revenir les figures d'une histoire d'avant le traité de Rome. De fait, on retournait au traité de Versailles, sinon au congrès de Vienne. Impossible à l'axiomatique européenne d'absorber une réalité qui la contredisait aussi directement. Aussi, fallut-il faire appel aux États-Unis, et donc à l'ONU et aux États-Unis pour intervenir en Yougoslavie. Et il conclut en disant ceci: puisque l'unification européenne a pris son départ dans la réconciliation franco-allemande, on comprend que les tenants les plus explicites et les plus persistants de l'axiomatique européenne soient la France et l'Allemagne. La vieille Europe, disait Donald Rumsfeld en janvier 2003. Eh bien, cette vieille Europe, il n'avait pas tort. Sinon que le moteur de l'Europe unie, c'est fantasmatique ou non, une demande de modernité. Et il dit aussi ceci, je termine: vouer Hitler à l'oubli par la récusation de l'histoire, cela prend du temps. En 1945, il y avait urgence. Avant d'oublier Hitler, il fallait dissimuler sa victoire, donc, notamment contre les Juifs, et le cadeau qu'elle avait apporté à l'Europe. Le meilleur moyen de tout dissimuler, c'était de prétendre que la défaite de Hitler était complète, comme elle était complète la victoire sur le fascisme. C'est la phrase antithétique de Wiesel qui disait « Oui, il y a eu victoire militaire, mais pas victoire sur les forges d'Auschwitz ». Parce que Wiesel est lucide. En tant qu'État, en tant que puissance, en tant que doctrine, le Reich allemand est complètement détruit, déclare De Gaulle le 8 mai 1945. En tant qu'État, donc on peut reprendre en tant que puissance, en tant que doctrine. À son exemple, les plus grandes voix ont décliné le thème, donc il n'était pas le seul à dire ça. Or, il dit ceci, lui, Milner, quelquefois il utilise le jeu, ce qui est intéressant dans un livre aussi théorique. Je peux témoigner de leur réussite. Avoir 20 ans dans la décennie 60-70, comme nous, on peut dire, passer à la maturité dans la décennie 70-80, c'était croire au caractère définitif de la victoire de 1945 et à la validité éternelle de son corollaire. Plus jamais le non-juif ne ferait scandale en Europe, plus jamais il ne ferait scandale nulle part, et de manière plus générale, plus jamais ça, on avait dit. Si d'aventure les données empiriques venaient à prouver le contraire, comme par exemple l'attentat odieux de Munich aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, ces données passaient bien vite pour un résidu honteux d'autrefois. Il se dissoudrait... si vous voulez, cette contradiction se dissoudrait mécaniquement par une lecture persévérante du nouveau contre l'ancien. Or, le non-juif n'avait d'autre consistance que le scandale qu'il pouvait susciter. Ainsi lisait-on à l'époque Sartre, dans sa nouvelle question juive, qui ne dit pas exactement cela pourtant. Le scandale juif vaincu, le non-juif n'était littéralement plus rien, et sûrement pas un guide pour l'action. En retour, tous et chacun se sentaient également libres à son endroit, et tous spécialement les porteurs du non-juif. Ils manifestaient volontiers l'indulgence des forts devant les incongruités antisémites de quelques opprimés.
Et il rappelle à ce titre, rappelons-nous seulement les immigrés maghrébins, l'affection des juifs cultivés pour ceux qui allaient vers eux, les conduisait bien souvent à ne pas pouvoir croire que certains de ces Français généreux fussent juifs, je veux dire juifs de race. Et il dit ceci, la défaite complète du fascisme était un mythe politique, le mythe nécessaire à la paix de 1945. À ce mythe et à cette paix, le réel des chambres à gaz pouvait porter le coup fatal. Ne révélait-il pas que la paix à venir dans l'Europe porterait à jamais la marque indélébile du Zyklon B? Advint alors comme une divine surprise non seulement la naissance d'Israël, bon ben là on va réatterrir sur du concret, mais aussi la naissance. Moi si j'avais été lui j'aurais dit la renaissance, mais lui c'est lui et moi c'est moi. Mais alors je reprends. Advint alors comme une divine surprise dans ce contexte compliqué de l'instant de 1945, non seulement la naissance d'Israël, mais sa victoire militaire. L'existence d'Israël en tant qu'État-nation, à la fois victorieux et menacé, permis à l'ensemble des Européens, y compris ceux qui étaient cruciaux aux pays occupés et collaborationnistes, c'est-à-dire à pratiquement tous, de l'Europe continentale, de se prétendre complètement victorieux de Hitler, y compris quant aux chambres à gaz. Pouvait-on croire que l'extermination avait été accomplie quand au Proche-Orient l'on pouvait voir des Juifs en armes? De la bouche des vainqueurs de 48-49, les Européens crurent entendre tomber une voix angélique, elle leur promettait le salut. Grâce aux victoires d'Israël, jusqu'en 1967. La solution définitive que depuis 1789 vous vouliez du problème juif, vous l'avez eue, sous la forme de la chambre à gaz, certes. Mais grâce à nous, vous pouvez les Juifs victorieux, vous pouvez désormais oublier ce détail et lui substituer en assomption glorieuse l'image de la victoire militaire des Juifs au Proche-Orient. Fin de citation. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, c'est plein d'ironie. Alors, il ajoute ceci. Comme de plus cette victoire était fragile, bon, c'est bien ce qui s'est passé en 47, 8, et puis surtout en 67, et évidemment en 73, car, dit-il, le peuple juif n'était encore ni dominateur ni sûr de lui, aider Israël, ne serait-ce qu'en parole, avait toutes les vertus d'un pari merveilleux. Aider n'était pas inutile, puisqu'on aidait quelqu'un qui en avait besoin. Et ce n'était pas à fond perdu, puisqu'Israël n'était pas nécessairement vaincu. Et c'est toute la politique d'aide de la France, y compris à l'arme atomique d'Israël, etc., avec Pérez et avant De Gaulle, si vous voulez, etc., etc. On comprend au passage pourquoi les Anglais, qui avaient le sentiment d'avoir effectivement combattu et vaincu Hitler, demeurèrent insensibles à ce pari et ne virent dans l'existence continuée d'Israël qu'un obstacle à leur propre politique de puissance. On comprend aussi que le soutien des États-Unis relevait d'une logique tout autre. Israël n'était pas nécessaire à leur victoire. La bombe atomique en était un garant suffisant. S'ils le soutenaient, si donc Washington soutenait Tel Aviv, ce fut longtemps pour des raisons intérieures à la société américaine elle-même. Alors il en arrive à la conclusion, qui est l'essentiel de ce passage, c'est le paradigme européen de 1945. Qu'est-ce que c'est que ce paradigme? Donc, après toutes ces explications, c'est 5 éléments. Le mythe politique donc de la victoire et des pages blanches qu'on recommence après 1945 était sauvé, mais à un prix élevé. Il a fallu que l'espace d'un instant, qui s'appelle donc l'instant de 1945, les Européens acceptent un paradigme bien plus spécifique. Et quels sont les éléments de ce paradigme européen de 1945? 1. Dans la guerre, seule la victoire est belle. Elle l'est d'autant plus belle qu'elle est plus complète. 2. La défaite est toujours honteuse et il n'y a pas de défaite honorable. 3. La victoire peut produire la solution définitive de quelques problèmes. 4. Il arrive que la justice soit et demeure dans le camp des vainqueurs. Il arrive. 5. De là quelques corollaires. Il y a certes des victoires militaires qui n'entraînent pas de victoire politique, mais les victoires politiques ne peuvent se dispenser de s'appuyer sur des victoires militaires. Plus grave, la réciproque. Les défaites militaires répétées ne fondent aucun droit pour aucun programme politique, elles en révèlent plutôt l'inanité. Alors, il dit ceci, ce paradigme qu'il réappelle, il redéfinit comme le paradigme de 1945, est radicalement étranger à l'Europe démocratique et bourgeoise, bien qu'elle ait été contrainte par les circonstances de l'adopter fugitivement. En temps normal, elle ne supporte que le paradigme inverse, seule d'après elle à pouvoir être civilisée. Et c'est ce que Simone Veil avait écrit dans son ouvrage « La pesanteur et la grâce ». Elle avait dit « Être toujours prêt à changer de côté comme la justice, cette fugitive du camp des vainqueurs ». Vous vous rendez compte vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'opportunisme européen. D'où l'on déduit que la défaite est toujours plus noble que la victoire, que la victoire est en tant que telle est toujours par quelques points honteuse, et surtout si elle est complète, qu'une défaite militaire peut toujours devenir une victoire morale. Le progressiste dira victoire politique, mais c'est la même chose. Et que des défaites militaires répétées tendent par accumulation vers l'instauration d'une légitimité politique. C'est ce que Jean Daniel traduit dans ses articles quand il parle de l'humiliation arabe par Israël. Les victoires répétées d'Israël
pour se défendre, parce qu'on sait très bien, comme l'avait dit Golda Meir, que si on perdait une seule guerre, on ne pouvait pas se permettre de perdre une seule guerre parce qu'on perdrait notre État et notre existence. Eh bien, les victoires répétées de l'État d'Israël, avec cette grille de lecture, si vous voulez, fondent l'humiliation arabe, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité politique qu'acquiert le monde arabe, et aussi les Palestiniens, même dans la défaite. Je n'ai pas compris l'enchaînement. Vous disiez au début, dans la guerre, la seule chose, et seule la victoire est belle. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est ce qui ressort de l'immédiat, de l'instant de la victoire. Mais tout de suite après va se greffer la réconciliation franco-allemande, et il va y avoir, on va avoir un glissement qui va contredire, c'est-à-dire le paradigme. Je ne vais pas dire paradoxe, mais le paradigme de 1945, c'est un glissement par rapport à ce qui s'est vécu immédiatement après la victoire. J'aurais dû être plus clair. Et voici que Milner nous dit quels sont les enjeux de cette démonstration. Le choix fondamental n'oppose pas ici la guerre à la paix, il oppose la victoire à la défaite. L'instant de 45 n'est pas 39 et encore moins 38. Ceux qui se réjouirent alors de la victoire ne s'aveuglaient nullement aux horreurs de la guerre, ils les avaient vécues. Inversement, Simone Weil formula son quasi-théorème, donc de s'adapter, être toujours prêt à changer de côté, à un moment où elle avait rompu avec le pacifisme. En fait, elle n'y dit rien de la guerre, elle ne parle que de la victoire. De manière plus générale, le paradigme de 1945 c'est parfaitement capable de fonder une paix. De Gaulle a préféré la guerre en 1940 et la paix en 1962, en Algérie, pour des raisons strictement comparables. La victoire était selon lui possible dans le premier cas, donc en 1940, impossible dans le second, en Algérie. Il s'en expliquera à Phnom Penh. Et maintenant, il en arrive à Israël. A l'inverse, il est parfaitement pensable de préférer la guerre à la paix dans le paradigme civilisé, c'est-à-dire qui n'est pas celui de 1945. Il convient seulement de s'assurer qu'elle s'achève sans victoire et partant sans défaite. Ce n'est pas le tout vaincu des pacifistes authentiques, mais plutôt le ni vainqueur ni vaincu, grâce à quoi l'on obtient que tout le monde gagne. Et on reconnaît aussi, dessiné à l'avance, le schéma de la guerre humanitaire qui aura été la grande invention de la fin du XXe siècle. Il n'est rien d'autre qu'un bellicisme civilisé. Le paradigme civilisé ne déteste pas la guerre et il ne révère pas la paix. On ne peut même pas dire qu'il révère la défaite. Ce qu'il déteste, c'est la victoire. Et voilà qu'on en arrive au fondement du soutien structurel de l'Europe à la cause arabe et palestinienne. Les tenants absolus du paradigme expliquent ceci. Et donc, en fait, ils rejettent la victoire. Mais les modérés l'admettent, au prix d'excuses de plus en plus exigeantes. Il faut que le vainqueur soit un opprimé, ou à tout le moins qu'il ait été opprimé, plus récemment que le vaincu. Il faut qu'on puisse démontrer, par des raisons éventuellement sinueuses, qu'il n'est pas l'agresseur. Donc, les pays arabes ne sont pas agresseurs, parce qu'ils sont opprimés. Par-dessus tout, il faut qu'il soit le plus faible. Si aucune de ces excuses n'est articulable, alors la victoire en elle-même est à jamais souillée, surtout qu'il apparaît que le vainqueur était le plus fort. Réciproquement, le vaincu devient en lui-même et à jamais le juste. Serait-il le pire des tyrans? Ainsi, explique-t-il, en alla-t-il de Saddam Hussein. Lui qui avait envahi le Koweït, gazé les Kurdes, massacré des milliers d'Irakiens, passa pour l'incarnation du juste souffrant. La justice belge ne mit nulle passion à le poursuivre. On brandit son portrait dans la rue de Paris au nom de la paix en 2003. Nul n'ignorait ce qu'il avait fait. Pas de négationnisme à l'occasion, c'était superflu. L'onction de la défaite de 91 avait opéré son miracle. Fin de citation. Et donc, si vous voulez, bon, après, il revient, je ne vais pas m'apesantir sur d'où vient ce paradigme de 1945. Et il parle de quelque chose qui est assez génial. C'est que vient faire la naissance de l'État d'Israël comme irruption dans tout ce processus. La naissance de l'État d'Israël prouvait que victoire et justice peuvent se conjoindre. Tout de même que Stalingrad ou le bunker de Berlin. De cela, la majorité des peuples vainqueurs étaient persuadés. Simone Veil était récusée, et avec elle les fondements mêmes de la sagesse européenne, de la consonance d'Homère et du Christ, moyennant l'exclusion du non-juif. Mais un tel renoncement à la sagesse ne pouvait perdurer. L'instant de 1945 devait être instable, et spécialement en Europe. Suivre les variations de l'opinion européenne sur le cours du monde en général et sur le Proche-Orient en particulier, c'est retracer la déconstruction progressive de cet instant, ou, ce qui revient au même, la réinstauration progressive du paradigme civilisé et du modèle quasi mathématique de Simone Veil. Avec la génialité de l'hystérique, elle avait révélé le secret de la justice à l'européenne, c'est-à-dire le sang-froid, dont on a parlé, être, je recite, être toujours prêt à changer de côté.
Voilà. Alors maintenant, il explique ça de manière politique. Du point de vue de la doctrine, la relecture des guerres de libération nationale qui suivirent opéra la bascule. Dans les faits, la victoire des Vietnamiens sur les USA est à tous égards une victoire militaire. Elle prouve que le plus faible peut l'emporter sur le plus fort, mais pour des raisons entièrement militaires. La connaissance des lieux, l'adéquation des moyens, l'immersion de l'armée dans la population, etc. Enfin, la conversion d'un mouvement d'opinion en force matérielle. La protestation contre la guerre du Vietnam a peu à peu transformé la société américaine presque entière en un grand arrière pour les Vietnamiens. Bref, les Vietnamiens l'ont emporté parce qu'ils étaient en fin de compte les plus forts. C'est là une extension du paradigme de 1945 et non pas sa réfutation comme l'avait perçu De Gaulle à Phnom Penh dans son discours. Mais au lieu de s'en tenir à la façon des faits, les gens de bien, donc les Européens cultivés, se sont appliqués à y reconnaître la disjonction humaniste, à savoir, le plus faible est toujours vaincu militairement, mais il l'emporte à terme politiquement, c'est-à-dire moralement. 1945 est censément réfuté par ce qui le confirme. Du point de vue des processus politiques, l'Europe unifiée structure toutes les perceptions. Plus elle s'inscrivait dans les faits, traité de Rome, chute du mur de Berlin, traité de Maastricht, l'euro, la monnaie de l'euro, etc., plus 1945 apparaissait comme un obstacle à surmonter, et plus on oubliait que lui était due la solution définitive d'un agaçant problème. La France est exemplaire. Après que 1945, en la personne de De Gaulle, eût été éliminé de l'Hexagone, après que Stalingrad, avec la fin de l'URSS, eût été rayé de la liste des événements mondiaux, la mythologie européenne se proposa de plus en plus ouvertement comme unique rouage du consensus. La réciproque s'impose. Un mythe chassant l'autre, le mythe de l'Europe rend utile le mythe de la défaite absolue du fascisme. Mitterrand, ami de Bousquet et dénonciateur du lobby juif, est la contrepartie de l'Europe réussie. Parallèlement, l'existence matérielle d'Israël devient superflue. La fonction de transmutation qu'il assurait se dématérialise à tel point qu'il suffit le geste futile du devoir, le devoir de mémoire. C'est la fameuse idée que mieux vaut entretenir le souvenir des Juifs gazés que de soutenir les Juifs qui résistent et qui vivent en Israël. La chambre à gaz est quelque chose à quoi l'on pense quand on s'en souvient. La mémoire est un oubli qui s'ignore. Fin de citation. Et alors maintenant, conclusion. Vue d'Europe, qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël? L'État d'Israël, c'est une figure héritée de la guerre mondiale. De là, il tirait son utilité. Cette utilité disparue, il est devenu insupportable. Lui qui permettait de couvrir du voile de la victoire le réel de la solution définitive, donc de la solution finale, il ne fait désormais que rappeler cette solution définitive. Bien pire, il revivifie constamment l'instant de 1945, alors que 1945 est justement l'instant effacé. La victoire est devenue, et ça c'est l'équation de Veil, le point d'émergence de l'injustice. Israël ne servait que par sa victoire, or il ne sert plus à rien. Ne reste donc que sa victoire, c'est-à-dire son injustice. Là, si vous voyez, c'est extrêmement fort. Vous voulez que je reprenne? Oui. Vue d'Europe, l'État d'Israël est une figure héritée de la guerre mondiale. De là, il tirait son utilité. Cette utilité a maintenant disparu, il est devenu, Israël, insupportable. Lui qui permettait de couvrir du voile de la victoire, le réel de la solution définitive, il ne fait désormais que rappeler cette solution définitive, c'est-à-dire la question juive. Bien pire, il revivifie constamment l'instant de 1945, alors que 1945 est justement pour les Européens l'instant effacé. La victoire est devenue, et c'est l'équation de Veil, le point d'émergence de l'injustice. Israël ne servait que par sa victoire, or il ne sert plus à rien, ne reste donc que sa victoire, c'est-à-dire son injustice. Il importe au plus haut point que l'une et l'autre ne cessent pas d'être dénoncées, sinon l'Europe verse à son tour dans l'injustice. Dès lors qu'Israël ne sert plus à justifier l'Europe aux yeux de l'Europe, alors il devient l'injustice en soi, être toujours prêt à changer de côté. Veil. Oslo, dit-il, n'était rien d'autre que ceci, l'une des dernières circonstances où le juif cessait de se faire européen. Ça c'est au niveau interne juif. Et en prenant acte du fait que les Européens jouissent désormais sans honte de la disparition du problème juif. Que les USA en aient été les artisans d'Oslo ne contredit pas cette démonstration, puisque eux aussi s'essayaient en la circonstance de réaffirmer leur généalogie européenne. Que le lieu d'Oslo ait été choisi, on peut y accorder quelque sens. Les pays scandinaves ne sont-ils pas parmi les pays européens ceux qui les premiers ont dit non à l'histoire, toujours en avance d'un pas sur toute réconciliation, sur toute unification de quelque espèce que ce soit. Le point, c'est qu'Oslo ou pas, l'Europe continentale ne peut pas ne pas désirer la disparition d'Israël, qui est le nom de sa propre honte. Qu'elle le sache ou pas, qu'elle le dise ou pas, elle prend au sérieux l'équation 45 égale Stalingrad égale Israël. De même que l'URSS a dû disparaître pour permettre l'extension de l'Europe à ses frontières naturelles, de même Israël devra pour l'Europe disparaître pour permettre l'adéquation de l'Europe à son image rêvée. De même que l'URSS s'est repliée sur la Russie, ramenée pour sa patrie occidentale à ses frontières médiévales, de même Israël devra se replier sur ce qui existait jadis, non pas avant 1945, non pas même avant 1815, mais plutôt au temps de Salah ad-Din. Quand on ignore l'histoire, tout est possible, y compris le retour du Moyen-Âge. Pour les autres, tout au moins. L'Europe pour les autres.
L'Europe, quant aux non-juifs, n'admet que la diaspora, à une condition seulement qu'on ne revienne pas sur les acquis de la solution définitive pour le continent européen. Je crois que bon, c'était massif, j'ai fait une longue démonstration, mais si vous voulez, bon, il y a d'autres choses encore. Et évidemment, la conclusion de ça, c'est qu'on est passé du paradigme de 1945 au paradigme palestinien. On pourrait certes constater que le monde réel n'a plus rien à faire avec de l'Europe, qu'elle est un rêve somnolent des Européens eux-mêmes, sinon que ce rêve hante le Proche-Orient. Car il faut être clair, il y a un paradigme palestinien. Il est entièrement dérivé du paradigme européen par l'intermédiaire de la relecture des guerres de libération. Le paradigme vietnamien réel était fondé sur la thèse « on n'obtient ses buts de guerre que par la victoire militaire ». Le paradigme palestinien est fondé sur la thèse systématiquement inversée « on n'obtient ses buts de guerre que par la défaite militaire arabe ou palestinienne, à condition qu'elle soit répétée ». Multiplier les morts sans défense, faire parade de sous-armement, choisir les tactiques de défaite, programmer une organisation matérielle et morale de ses propres populations, et en fin de compte boucler la boucle et la réamorcer en faisant de la violence la plus aveugle le témoignage de ce qu'on est le plus faible. Il dit comme ça, les États arabes s'en félicitent, trop heureux de perpétuer par procuration l'image laurentienne de Laurence d'Arabie, des pauvres du désert, malgré l'évidence du pétrole et des limousines. Ils ont besoin du Palestinien comme les riches ont besoin du mendiant, pour sauver leur âme par la charité. Ils ont besoin du Palestinien misérable, parlons net. Ils ont besoin du Palestinien mort. Le pire qui pourrait arriver serait que le Palestinien cesse de souffrir et de mourir. La perpétuation du nom arabe risquerait d'apparaître pour ce qu'elle est, la perpétuation de la misère organisée et de l'abrutissement programmé. L'Europe s'en nourrit à son tour, en y trouvant la confirmation de son paradigme d'élection. La victoire est honteuse, la défaite est noble, le fort en tant que tel est injuste, le faible en tant que tel est juste. Dès l'instant qu'elle misa sur Arafat, l'Europe, on peut avouer que donc l'Europe choisit le bon parti. Elle n'a pas eu à changer de côté, puisque jamais Arafat ne fut vainqueur en plusieurs décennies, ni contre Israël, ni contre les peuples arabes. Il était bien fait pour incarner le juste perpétuel. Jusqu'à quel point les Palestiniens ont intériorisé la représentation que les Européens ont construite, je l'ignore. Leurs représentants en Europe, en tout cas, la recyclent sans relâche auprès de ceux qui veulent bien les écouter, d'une oreille de plus en plus compatissante et de plus en plus distraite. Fin de citation. Vous voyez que c'est extrêmement pertinent. Alors, il parle d'une difficulté qui demeure, c'est-à-dire, il pose la question, le non-juif, parce que si on pose la question comme ça, il dit, en dehors des Européens, nul ne sait qui est le fort et qui est le faible au Proche-Orient. Le non-juif est-il fort face au non-arabe? L'est-il face aux non-musulmans, etc. Et alors après, il y a toute une partie que je vous passe, ça reverse sur les théories de Battiéor, sur ce qu'il appelle la convergence entre l'illimité européen. Qu'est-ce que c'est l'illimité européen? C'est plus de frontières, la supranationalité, la superconsommation, la cybernétique, l'absence de limites dans le domaine sexuel et de la reproduction. Je viens de donner le mariage pour tous, la fécondation in vitro, l'État qui finance les familles homosexuelles ou lesbiennes, etc. Donc l'illimité. Mais aussi dans le domaine de la recherche, dans le post-sionisme, c'est la recherche sur le genre, le fait qu'aujourd'hui on parle de genre et plus de sexe, etc. Et, dit-il, une convergence entre l'illimité européen et l'illimité musulman, qui est lui fondé sur le djihad et qui a d'autres... Et il y a en fait, pourquoi y a-t-il osmose? Parce qu'il y a des... alors que les valeurs sont apparemment différentes, il y a des processus de ressemblance, des processus de convergence. Et finalement, ce que décrit Battiéor dans son analyse géopolitique sur Eurabia, la capitulation de l'Europe après le choc pétrolier de 1973 qui a accepté de l'immigration sans limite comme condition de la réouverture des robinets pétroliers, en fait, ça c'était en fait le prétexte, la tête de l'iceberg, mais dans les processus qui ont suivi, Milner explique qu'en fait, il y a une convergence qu'on a notamment perçue de manière très forte dans ce qu'il appelle un autre instant, ou le moment de Durban, en 2001, qui se termine 3 jours avant les attentats aux États-Unis, les méga-attentats du 11 septembre. Durban, 31 août, 8 septembre 2011. Et donc, si vous voulez, c'est très proche des attentats. Et qu'est-ce que c'est cet instant de Durban? C'est le fait que le monde occidental et surtout, on ne parle pas des ONG, mais si vous voulez, le personnel politique onusien, etc., a fait sien, y compris au niveau des Européens, le discours génocidaire
proposé par les ONG, puisque le mot d'ordre qui avait été lancé dans certains ateliers qui a été repris, c'est one juif, one bullets. Une balle pour chaque juif. C'était un des mots d'ordre qui était à l'ordre du jour de Durban, c'est-à-dire le mot d'ordre de la solution finale, d'une certaine manière, modernisé. Et donc, en fait, si vous voulez, dans les processus qui ont eu cours depuis, les choses ne font que se rendre plus complexes et plus obséquieuses, parce qu'il y a, si vous voulez, une attraction civilisationnelle entre l'illimité européen et l'illimité musulman. Bon, c'est une démonstration qu'il faudrait faire, on n'a pas le temps maintenant, mais il explique une chose aussi intéressante, peut-être que juste je vais vous lire, c'est qu'il explique la chose suivante, c'est que moi j'avais décelé ça en fait, comme petit observateur géopolitique, dans certaines bandes dessinées qui m'était arrivé de feuilleter à la FNAC en France dans ces dernières décennies, et j'avais vu quelquefois que certains auteurs, de jeunes auteurs de bandes dessinées français, étaient fascinés par l'Orient. Il y a une fascination française et européenne de l'Orient. Et que lui-même épingle, il dit ceci. Oui, de l'Orient ou du Proche-Orient, si vous voulez. Oui, d'accord. Alors il dit ceci. L'inversion imaginaire a voulu que les voyageurs, les diplomates, les conseillers, les décideurs européens aient cru trouver l'immémorial, donc l'illimité, dans la conjonction des tares venus de l'Orient, le non arabe et le non musulman, le non NOM. En sortie au XXe siècle, après la fin de l'Empire ottoman, une politique de pacotille française, où passèrent pour intrus tous ceux à qui manquait l'un des deux noms, soit musulman, soit arabe. Alors, quels sont donc ceux qui ont fait les frais de cette politique? Les Kurdes, les Arabes chrétiens, les Coptes, etc. Moyennant tout au plus une exception pour les Turcs en vertu du droit du plus fort. Mais ceux à qui les deux noms manquaient n'avaient rien à espérer. Quiconque est habité par la vision orientaliste du monde, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, et les décideurs européens, tient tout juif au Proche-Orient pour éternellement intrus. Puis, pour lier tant d'ingrédients divers, au dernier tiers du XXe siècle, la volonté d'expiation postcoloniale et la volonté non moins postcoloniale de protection du pétrole firent sentir leurs effets. Vous voyez, la question pétrolière ne vient que dans un processus historique, culturel, politique extrêmement sophistiqué, qui n'est pas l'application de l'adage marxiste que l'existence précède la conscience. C'est-à-dire que s'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils sont intéressés que par le pétrole. Une volonté. Alors, la volonté d'expiation postcoloniale et la volonté non moins postcoloniale de protection du pétrole firent sentir leurs effets. Une volonté nourrissant l'autre chez les hypocrites, c'est-à-dire chez tout Européen digne de l'être. Le sang qui coule en Orient et au Moyen-Orient depuis près de 6 décennies est le prix à payer pour que l'Europe, captive de sa propre image, recommence ou continue de se regarder en elle-même avec amour, sur fond d'immémorial factice et de larmoiement ludique. L'Américain grossier vient de troubler sa fantaisie, parle de des deux guerres du Golfe, avec l'aide d'un Britannique assez froidement réaliste pour conclure qu'est passé le temps des miroirs magiques. L'avenir dira si le grossier fera pire, le grossier c'est-à-dire l'anglo-saxon, ou mieux ou moins mal que le ludique. Impossible d'affirmer en tout cas que le mécano funeste du petit orientaliste ait été définitivement cassé. C'est-à-dire que vraiment il y a là une... Allez-y. Je peux ajouter, parce que j'étais un peu dans les drôles de milieu, que le Quai d'Orsay est dans sa très très grande majorité pédéraste. Oui. Et que dans les pays arabes, Oui. et qu'à chaque fois qu'il y avait des scandales mais monumentaux, même au niveau d'ambassadeurs et autres, ben, tout était couvert. Et celui qui parlait, ben, il était descendu. Et ça, c'est une réalité vécue. C'est pas des on-dit. Je peux donner des noms, je peux donner des lieux, je peux... Mais ça, c'est un aspect de l'homosexualité. Bon, c'est un sujet qu'il aborde aussi après, mais c'est très fort. Et c'est lié aussi aux acteurs de la scène politique. Celui qui n'est pas homosexuel ne fera pas de carrière au Quai d'Orsay. Carrière réussie. Voilà. Ouais. Donc il y a eu des scandales, mais sans nom, des accidents. Tout a été maquillé pour que n'apparaisse jamais la véritable cause ou de l'accident, ou de la mort, ou de ceci. C'est quelque chose... Ouais. Donc ils se battaient pour avoir des places dans les pays arabes. Absolument. Je voulais demander, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne maintenant avec tout ce qui se passe avec les migrants et non, on a l'impression que l'Europe est en train de pas de se disloquer, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement.
Toute cette analyse, elle a été faite en quelle année? Elle a été faite il y a 6 ans. Oui, bah, les choses commencent un peu à changer. Je veux dire, Est-ce que vous voulez me dire par là qu'il y aurait un sursaut européen? Non, je ne dis pas qu'il y aura un sursaut, mais il va peut-être se passer des choses. Il va certainement se passer des choses. Ouais. Je ne sais pas comment, mais on voit dans les élections, les pays qui commencent à tourner à l'extrême droite, etc. Et puis les gens qui veulent sortir de l'Europe, et puis tous ces migrants qui arrivent, je veux dire, c'est quand même une nouvelle donne. Certainement, ça va influer aussi. Et même aujourd'hui, excusez-moi, le nouveau ministre des Affaires étrangères française a dit, je crois que c'était hier, il a changé un type héros, il a un peu changé ce que voulait faire Fabius et attaquer Israël à fond. Et il a dit, attendons-nous à ce qui se passe en Israël, c'est ce qui va se passer chez nous, il a dit. Exact. Il a dit ça. Ouais. Donc il y a peut-être des choses, je ne sais pas, je veux pas... Écoutez, aujourd'hui... il y a des choses plus graves qui se passent aussi au niveau de l'Iran. On ne peut pas... À Chacham ou chez Roet Anolat, c'est vrai qu'il faudrait anticiper. Les choses vont tellement vite. Maintenant, si vous voulez, le réveil des politiques ou des décideurs n'est qu'une goutte d'eau par rapport au phénomène de société. Il y a aussi un réveil tardif de certains gens qui se sentent opprimés, que ce soit l'exemple de Calais ou d'autres villes. Mais si vous voulez, il y a des rouages qui sont tellement profonds, qui ont été mis en place, que on ne peut pas forcément... Ces analyses qu'on a essayé de délivrer ce soir, en tout cas des structures historiques et sociopolitiques de l'anti-israélianisme de l'Europe, en fait, sont pas mises en cause par ça. Je dirais même mieux, l'Europe qui a, par sa politique et par son non-dit, après avoir encensé Israël quelques années et avoir déblatéré, avoir souhaité très consciemment, et pas seulement inconsciemment, la fin d'Israël depuis des décennies, par les plateformes politiques qu'elle proposait, en fait aujourd'hui se paye un retour du boomerang, un retour du refoulé terrible, comme je l'ai dit, comme l'a fait remarquer quelqu'un dans une conférence précédente. Les Européens ont tout organisé pour que, d'une certaine manière, l'État d'Israël coule, et que peut-être en s'apprêtant à réaccueillir les réfugiés juifs, qu'à Dieu ne plaise, en Europe. Et d'ailleurs, je vous ai déjà dit que le FSJU, en son temps, dans les années 60-70, avait, tirant les leçons des difficultés de l'accueil des pieds noirs juifs d'Algérie, avait préparé dans des commissions secrètes des scénarios d'accueil des juifs israéliens qui reviendraient s'établir en Europe. Des juifs français, israéliens? Pas seulement, mais enfin de ceux qui viendraient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme nous continuons notre histoire ici et qu'on n'est pas prêt de la terminer, et qu'à chaque fois que les Arabes ont voulu en finir avec nous, en fait, ils ont perdu des plumes, eh bien, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse, c'est qu'au lieu d'accueillir dans leurs fantasmes les plus affreux pour nous, des juifs, ils sont obligés, ils sont mis devant l'évidence d'accueillir des millions de réfugiés arabes, parce que comme je l'ai écrit dans un article, comment dirais-je, le tsunami migratoire des Maghrébins, enfin pas Maghrébins, mais c'est surtout de l'Afrique, la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient, et surtout de la Syrie et de l'Irak, en fait c'est un retour du boomerang, c'est-à-dire que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que c'est si vous voulez la traduction de la faillite politique de la société de la société arabe, parce que ceux qui s'en vont ne sont pas les plus malheureux, ceux qui s'en vont sont ceux qui ont les moyens et qui veulent et qui fuient parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus de solution là où ils sont. Bon, donc en fait l'Europe elle a la moisson inattendue de sa politique anti-israélienne et elle reçoit en pleine figure. Et je ne sais pas comment elle va réagir. Mais si vous voulez... En tout cas, ce qu'elle voulait dire, c'est quelque chose. Êtes-vous interrogé par le fait que l'Europe, dans sa politique et son attitude, est extrêmement influencée par les juifs anti-judaïques? Les alter-juifs, on appelle les alter-juifs. Les alter-israéliens. Les juifs anti-juifs ont existé de tout temps, mais le bolchevisme a donné un coup d'envoi extraordinaire à leur force jusqu'à Oslo. Aujourd'hui, quand on a des contacts avec les Européens, ils disent mais enfin, regardez ce que vous écrivez, regardez ce que vous dites, et leurs ONG sont poussées
est piqué par les antisémites juifs, qui leur rappellent en permanence qu'il faut agir, qu'il faut bouger, et qu'il faut avoir une attitude anti-israélienne, anti-juive, et séparer et supprimer toute présence juive. Tout à fait. Mais là, on sait que depuis longtemps, depuis les temps bibliques, c'est même des versets de la Torah, qu'il y a, les ennemis sont dans la famille. Ouais, la délation. Une partie des ennemis sont dans la famille. La Destruction du délation. deuxième Oui, avant ça, il y avait Dathan et Aviram qui ont fomenté les révoltes dans le désert parce qu'ils étaient acquis à l'idéologie égyptienne. Ils défiaient Moïse et Aaron. Bon, c'est une vieille histoire, mais donc en fait, on n'a rien inventé. Alors, ce que je voudrais peut-être pour conclure, à moins que, bon, on a quand même dépassé les temps, c'est peut-être vous lire deux, trois derniers passages qui sont alors véritablement concluants. Bon, à la fin du bouquin d'ailleurs, parce que j'espère que ça vous a donné envie de le lire, il établit dans sa conclusion, je vous en ferai grâce, 7 règles pour savoir ce que c'est que l'Europe aujourd'hui et comment elle opère par rapport à Israël. Il dit ceci: l'antijudaïsme moderne est devenu la forme naturelle de l'indifférence, la persécution, la forme modérée du désœuvrement, le déni de l'antijudaïsme et de la persécution, la forme naturelle de l'opinion raisonnable, en ce qui concerne l'Europe. Mais il reparle dans cette conclusion de l'idéologie de la paix et de l'alliance justement Eurabia dont on vient de parler. Et je ne crois pas que, justement, pour répondre, je ne crois pas que ces structures fortes, évidemment il y aura de nouvelles donnes, il y a des choses qui changent, mais ces structures-là, si vous voulez, le fait que le monde arabe tient encore l'Europe dans ses mains du point de vue énergétique et du point de vue géopolitique, je ne crois pas que ça puisse sauter comme ça. Ça perdurera le temps qu'on ait des énergies alternatives. Mais regardez comme ça joue. Par exemple, les États-Unis se désengagent du Moyen-Orient aujourd'hui parce qu'ils ont une alternative avec le pétrole schisteux. C'est pas seulement les lubies d'Obama. Ça joue, ça a jeté l'huile sur le feu, mais c'est parce qu'il y a une stratégie américaine de retrait du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, les pays producteurs de pétrole, les grands pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui ont compris le schéma, se retournent vers les pays asiatiques pour exporter, la Chine, l'Inde, le Pakistan aussi, même pour une alliance géopolitique avec le nucléaire pakistanais. Et donc on est encore dans cette structure. Alors voilà ce qu'il dit à propos de cette alliance qui voudrait planifier la fin d'Israël. L'expansion dans et par la paix, c'est ce vieux rêve humaniste, c'est celui de l'Europe, et spécialement de la France, qui s'imagine en position de le réaliser par une entente avec les porteurs du nom arabe et avec les porteurs du nom musulman. Il suffit que ces derniers consentent à la modération. Mais on se souvient que ce qui est modéré ou non, seule l'Europe le sait et en décide en tout arbitraire. Pas de limite ici, sauf de la commodité. À propos de la Turquie, on ne saurait trop accentuer l'importance de la Turquie. Que son intégration s'accomplisse ou non au sein de l'Europe, le seul fait qu'on puisse l'envisager prouve une chose: désormais l'Europe ne se reconnaît plus de limite, ni géographique, ni historique. En vérité, dit-il, il n'y a qu'un seul obstacle réel, hormis les USA. Mais quoi, ce sont des fous et des enfants, les Américains. Eh bien cet obstacle, c'est l'existence d'un État nommé Israël. Car Israël se présente comme un tout limité dans la forme d'un État-nation, réclamant des frontières sûres et reconnues. Dans le programme de l'Europe du XXIe siècle, l'État d'Israël occupe exactement la position que le non-juif occupait dans l'Europe avant la césure de 39-45, celle d'obstacle. Contrairement à ce qu'affirme le consensus des bien-pensants, c'est très fort, ce n'est pas le sionisme qui construit l'identification du non-juif et du non-israélien, c'est l'Europe. Dans la représentation que l'Europe se propose d'elle-même à elle-même et au monde, la même structure d'obstacles a reçu successivement les deux noms. Devant le non-juif, on garde quelques mesures encore, quand on n'est ni à Durban, ni dans les banlieues, ni dans les salons, ni dans les cours de l'école, ni dans les défilés, et j'ajouterai ni au Quai d'Orsay. Devant le non-israélien, tout est permis, où qu'on se trouve. Et c'est un tour d'hors univers. Et c'est un tout d'hors univers. C'est-à-dire, on est sorti, on est un exclu. Comme le problème juif avait avant lui, le problème israélien réclame sa solution définitive. Les bien-pensants diront bien fort que les deux problèmes n'ont rien à voir, parce que le non-juif et le non-israélien n'ont rien à voir. L'examen dépassionné des fonctionnements discursifs démontre exactement le contraire. La même structure est à l'œuvre, et la structure, c'est le réel. Seul a changé l'espace géopolitique où elle prend substance. De l'identité de structure des noms, il faut donc du nom juif et du nom d'Israël en tant qu'État, il faut conclure à l'identité de structure des problèmes. Faut-il conclure aussi à l'identité des solutions?
Donnons acte aux bien-pensants que les techniques, du moins, changeront. C'est dans la nature de la technique. Et voilà. Donc, il dit aussi ceci, c'est assez truculent, je vous le lis comme par plaisir. Mais la réelle politique ne donne pas le dernier mot. À Durban et à Paris, et dans bien d'autres lieux, la disparition d'Israël est censée ouvrir la voie d'une réconciliation entre les hommes de bonne volonté, ceux de l'Europe, ceux de l'islam. Disparition dans les formes de la paix pour l'Europe, dans les formes du djihad pour les musulmans. On pourrait soutenir que seule une confusion mentale autorise une telle alliance des opposés. La confusion existe, insondable au point d'être mal distinguable de la duplicité. Mais elle compte peu au regard de la structure et de l'enjeu. Les deux illimitations qui se conjoignent recomposent ensemble l'humanité tout entière. Donc l'illimité musulman et l'illimité européen. Victor Hugo résumait la vision politique de l'Europe médiévale par cette formule, ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur. On est porté à résumer la vision politique de l'Europe moderne de manière parallèle, ces deux moitiés de l'homme, l'Europe et l'islam. Ce que les musulmans pensent par devers eux, je n'en sais rien. Pensent-ils tous la même chose, arabes et non-arabes? Pensent-ils quelque chose? Les spécialistes en disputent assez pour qu'il soit permis de tout supposer. Ne me concerne ici que le fantasme européen. Il règne sur les meilleurs esprits et par sa structure illimitée, il ne saurait plus être entravé par ce qu'on appelle communément le bon sens. Tout peut se dire, même à provenir du sans raison. Pour qu'il puisse unir étroitement les deux moitiés de l'humanité, pour qu'il puisse mettre en correspondance quasi synonymique l'illimité européen et l'illimité musulman, le nom d'Israël doit de toute nécessité désigner bien autre chose que des territoires. Au demeurant, il suffit de quitter l'Europe pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut toute l'ignorance des individus formés par le seul journal, et par les journalistes, pour ne pas savoir que ce nom désigne en vérité. Il s'agit à Durban, à Paris et dans bien d'autres lieux, comme dans la langue de la Bible, de tous les écrivains anciens et modernes, occidentaux, de la désignation collective et distributive des porteurs du nom juif. En témoigne le slogan dont je vous ai parlé tout à l'heure, One Jew, One Bullet, qui selon tous les témoignages a retenti dans les rues d'Urban. Le bon Européen condamne Israël et croit qu'il s'agit de condamner la politique d'un petit État récent et peut-être éphémère. Mais à Durban ou à Paris, les signifiants vont plus loin que le phonographe intérieur. Condamné s'entend condamné à mort. Israël s'entend tous les juifs, un par un. Qu'ils le sachent ou non, le bon Européen demande la mort de tous et de chacun. L'imaginaire de la langue lui permet de faire comme s'il ne savait pas et comme s'il demandait autre chose. Mais le réel de la langue retire toute pertinence à la différence entre ce qu'il sait ou ne sait pas. Le bon Européen dit ce qu'il dit et il demande ce qu'il demande. Si les oreilles ne lui suffisent pas pour s'entendre lui-même parler, qu'il rouvre et qu'il recourt à ses yeux, qu'il regarde autour de lui, qu'il déchiffre ce qui se tague sur les murs de sa ville. Si les slogans et les staviskas, croix gammée, le laissent froid, qu'il comprenne qu'en son cœur il est devenu criminel. S'ils lui font horreur, qu'ils se souviennent qu'il les a autorisés. Ce fameux panneau qu'on a retrouvé dans les manifs contre Israël, on voit une étoile de David égale croix gammée. Supérieur, c'est pas égal, supérieur. Ah ben, supérieur. On a dépassé, alors t'as raison. Enfin, c'est quelquefois égal. Et il dit ceci, je conclus. L'équivoque sur le nom d'Israël est nécessaire et suffisante à faire tenir ensemble les mots opposés de paix européenne et de djihad musulman. De ces deux mots, aucun ne saurait à lui seul valoir pour tous les hommes. Les Européens croient au premier, pas au second. Les musulmans croient au second, pas au premier. Mais pour cette raison même, la mise en équation des opposés unit l'humanité. Voilà l'utilité nouvelle du nom d'Israël, tenant lieu bien pensant du nom juif. Il autorise que le passé le plus sombre se répète en avenir radieux. Il autorise que vous voyez, c'est un peu pessimiste. Il autorise que l'humanité en tant que telle prenne pied dans la géopolitique pour la première fois peut-être de son histoire. Et c'est pour ça qu'après, il explique il y a un avenir, il a tout un paragraphe en disant qu'il y a un avenir, le racisme a un bel avenir devant lui, et sans parler de l'antisémitisme bien sûr. Voilà, bon, on a carburé, mais c'est pas déprimant. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons quitté l'Europe, et contrairement à ce que disait Milan Kundera, dont j'apprécie beaucoup les romans parce que c'est un grand romancier, un des derniers grands romanciers européens. Quand il a reçu le prix Israël en 1980 à Jérusalem, il y avait tout un passage qu'à l'époque, vu de Paris, j'avais trouvé formidable, en disant que, comme l'Europe se dénature, le vrai cœur de l'Europe, c'est Jérusalem. C'est encore une de ces formules séduisantes. Mais nous savons que non. Que nous reconstruisons Jérusalem et le pays d'Israël, le dos tourné à l'Europe. Non pas en faisant fi des valeurs et de certaines lumières qu'on a apprises, et des étincelles de sainteté d'un certain savoir européen, mais certainement pas l'Europe dont on a parlé ce soir. Et donc en fait, ce qui est déprimant, c'est de savoir que l'Europe est en train de mourir,
mais que Nessar Israël Oishaker, c'est-à-dire que nous, on est insupportable par eux, parce que notre histoire se vérifie, et notre histoire se vérifie, et les promesses se vérifient. On est en contradiction C'est vraiment le grand avec leur problème. histoire. Et c'est ça. Voilà. C'est ça le vrai problème de l'Europe. Oui, c'est ça, le vrai problème. C'est la résurrection d'Israël. Et oui, mais ça, Sur sa terre, ça. oui, ça faisait partie des points sous-entendus, c'est-à-dire que pourquoi l'Europe, au passé chrétien, ne supporte-t-elle pas que Jérusalem soit redevenue réunifiée la capitale de l'État d'Israël? C'est que, c'est une chose qu'on sait, c'est que c'est un télescopage avec les dogmes même du christianisme et du nouvel Israël, parce que ce n'est pas compatible avec, c'est ce qu'avait expliqué Manitou quand il expliquait à propos du conflit triangulaire entre Israël, Ishmaël et Esav, l'Occident, c'est que nous avons avec Ishmaël, malgré le fait qu'il devient maintenant très religieux et qu'il parle de djihad, mais on a un conflit en fait de départ sur la terre avec Ishmaël, un conflit territorial qui maintenant est plus que territorial bien sûr, mais alors qu'avec l'Occident, on a un conflit sur le ciel. Un conflit sur la terre avec Ishmaël, un conflit sur le ciel, c'est théologique avec l'Occident. Le seul fait qu'Israël réexiste, que sa langue ne soit plus une langue morte, et que son peuple soit bien vivant, d'ailleurs classé 11e au palmarès mondial des peuples heureux de vivre sur sa terre, alors qu'on est en état d'urgence, qu'on a connu 16 guerres depuis 48 et que les poignards valsent autour de nous, ben non, on est un peuple heureux d'être là et qui va y rester. Et ça, c'est particulièrement insupportable pour les dirigeants européens, à la fois au niveau concret, au niveau dogmatique, au niveau théologique. Et ça, je crois, ce qui est un point d'optimisme, c'est que des chrétiens authentiques qui ont commencé depuis longtemps à étudier la Bible hébraïque avec une lecture hébraïque de la Bible, et ben, l'ont compris et se défient des hiérarchies catholiques et protestantes antisémites. Et c'est ça aussi qui fera que la nouvelle Jérusalem avec le 3e temple sera la maison de prière pour tous les peuples. Et j'ai toujours expliqué que bien entendu, au moment de l'avènement de la délivrance, qui sera une délivrance pour Israël et pour les nations, et bien chacun jouera sa place et il y aura des masques et des voiles qui vont tomber. Et on s'apercevra que l'Europe s'est crispée finalement sur cette solution finale du problème juif et sur l'instant de 45 qui était fait pour tout oublier et qui voue en fait un anti-israélianisme de structure à Israël parce qu'on ne se refait pas. Parce qu'on ne peut pas oublier.